Et bonsoir, nous sommes le 5 septembre à Paris, il est 19h, bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré sillonner une dernière fois sur 2 roues les pistes de chez moi, être avec mes proches car il n'y a que ça, oublier que la rentrée que je n'ai jamais aimée, qui me sortait des livres, la rentrée et ses sinistres injonctions arrivaient à grands pas. Nous y voilà. Cette semaine, et je m'excuse d'avance pour toutes les personnes qui seraient extrêmement sensibles à tous les sujets de violence sexuelle, voilà, je vous le dis derrière le post, mais nous sommes obligés de revenir sur cette actualité. J'ai détesté lire des hommes trouver des excuses à d'autres hommes qui, dans une quasi-file indienne, ont violé sans qu'aucun ne scie une femme inconsciente parce que son mari se portait consentant pour deux. Entendez-vous la violence du mot ? En France, on a pu trouver dans un village, celui de Mazan, un électricien, un policier, un journaliste, un informaticien, un militaire et 77 autres hommes, encore, pour les preuves que l'on a retrouvées, pour accepter et désirer même pénétrer un corps inanimé comme mort. Et on peut en trouver des légions d'autres pour nous dire que oui, on a le droit d'être indigné pour cette femme qui pourrait être notre grand-mère, qui pourrait être notre mère, qui pourrait être nous, chacune d'entre nous, mais pas indigné trop fort quand même, car pas tous les hommes. Et surtout, pas tous les hommes. Et que si on apprend toujours aux petites filles à se méfier des hommes, et aux femmes à se dérober de leurs regards et se méfier de leurs intentions, il faut bien dire une fois qu'ils ont tous, dans le même espace, commis le même crime, que c'est grave, mais que ce n'est pas tous les hommes. Je suis trop triste que cette énergie que les hommes bien mettent à dire qu'eux n'ont rien fait ne soit pas employée à partager nos posts, à lire nos livres, à assister à nos conférences, qui seraient bien plus utiles si des hommes les écoutaient, à soutenir nos manifs enfin et à se mobiliser pour que jamais plus nous n'ayons à raconter en boucle ce que les hommes font aux femmes partout et chaque jour. Les femmes sont agressées, violées, tuées par des hommes, tout comme parfois des baigneurs le sont par des requins et non pas par tous les requins. Mais enfin, c'est cela, le fait que les femmes sont agressées, violées, tuées par des hommes qui devrait nous déranger en tant que société. Ces actions et pas leur dénonciation. J'ai découvert cet été sans transition que j'ai une vraie bonne condition physique. Alors vous n'êtes pas à l'abri que je change complètement de DA encore en cette rentrée et que je devienne fitness girl. Encore un bénéfice de cet arrêt de l'alcool auquel je ne cesserai jamais de vous encourager. J'ai écouté en boucle enfin cette semaine de l'Eurodance de la fin des années 2000. Et aucun auditeur régulier de cette émission ne pourrait être surpris. Et ça n'a pas été sans me rappeler mes années collège, qui auront bientôt 20 ans, puisque j'ai débarqué en 6e en 2005 à tout juste 10 ans, virevoltant dans la cour quand j'entendais qu'il y avait baston, ça c'est le sud-ouest. Je suis toujours amusée de souvenirs si fugaces qui nous popent comme ça au coin de la tête, détails marquants de pluie sous le préau, d'équipes en sport formées en file indienne, de trousses incomplètes et de trajets hauts en couleur. L'école est-elle un bon souvenir pour tout le monde ? Est-elle adaptée aux enfants dans toute leur diversité ? Quelle était notre matière préférée ? Que pourrait-on changer ? Pour en parler, j'ai le plaisir ainsi que l'honneur de recevoir ce soir Célezé. Bonsoir. Tu es venue de Lyon pour rejoindre notre plateau, ce dont je te remercie. Pas de souci. Tu es footballeuse de haut niveau et Exactement. artiste, remarquée récemment dans l'émission Nouvelle École sur Netflix. Si tu poursuis ta pratique sportive, tu as aussi sorti un EP au mois d'août qui s'appelle Insubmersible. Exactement. Tu as décidé de ne pas choisir donc entre tes rêves et tes talents. Exactement. Waouh. Je m'étais jamais dit ça. Je vais t'écrire des top lines, tu vois. Non, c'est vrai. J'ai jamais... Enfin là, du coup, je suis en plein doute. Là, je suis en plein dedans. J'essaye de savoir est-ce que le foot, j'ai encore quelque chose à aller chercher. Et la musique, est-ce que je viens de découvrir et j'ai mis quand même... Voilà, je suis rentré par la grande porte directement. C'est un risque aussi, mais est-ce que j'ai envie d'aller découvrir ? Oui aussi. Donc, pour l'instant, j'ai pas raccroché les crampons. Je me laisse peut-être encore une chance. Et la musique, j'ai encore du chemin à faire. Donc, c'est parti pour la musique. Je compte pas m'arrêter là. Parce que, comme beaucoup de Français, je me suis plus intéressée évidemment au sport que jamais cet été avec les JO. Oui. Mais il y a quand même des trucs forcément qui m'échappent parce qu'on ne peut pas tout apprendre en 3 semaines. Oui. Dans le foot féminin, Ouais. quand on a, du coup, toi, t'as 27 ans, C'est ça. est-ce qu'on peut encore être à son prime ou est-ce que les carrières sont plus fugaces que chez les hommes ? Comment ça se passe ? Je pense que c'est comme un peu partout, c'est chacun sa chance entre guillemets. C'est une personne qui peut changer ta vie en général. Tu fais la rencontre.
c'est vrai que voilà, il y a quand même des performances à avoir. Le fait de prendre de l'âge aussi, peut-être que tu peux éventuellement perdre. Comparé à quand tu étais un petit peu plus jeune. Mais si tu es encadré, tu as des bonnes structures, un coach qui te donne envie, qui croit en toi, je pense que c'est ça qui fait que tu peux performer ou non et te révéler encore une fois. Je pense pas que tu peux exceller à n'importe quel âge, je pense. Et justement, le son, mon EP s'appelle Insubmersible parce que j'ai regardé un film qui s'appelle Insubmersible sur Netflix. Et c'est une dame qui, quand elle était jeune, elle n'a pas réalisé son rêve. Et c'est à 60 ans qu'elle réussit en fait à le réaliser. Donc il m'a beaucoup inspiré et c'est grâce à ça que j'ai décidé de nommer mon EP Insubmersible. Et c'est Célioze, on va t'entendre nous parler de tout ça pendant l'émission et en toute fin d'émission. Pas de souci. Quand tu nous feras justement un extrait de cette EP Insubmersible. Merci d'être là. À tes côtés, nous avons Jean-Victor Blanc. Jean-Victor, tu es médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. En 2019, tu sors un livre, Pop MC, qui utilise des figures pop, donc comme Britney Spears, Kim Kardashian, le film Requiem for a Dream, ou encore la série 13 Reasons Why, pour illustrer et expliquer des troubles psychiques. Tu as finalement lancé un festival du même nom qui s'intéresse à ces thématiques capitales de santé mentale et se tiendra cette année du 11 au 13 octobre au Grand Control à Paris, donc qui mêlera conférences, spectacles, concerts. Pourquoi est-ce qu'il t'est apparu nécessaire de venir inclure finalement la tête dans la fête ? En fait, ça rejoint deux côtés de ma personnalité, mais ça rejoint surtout une urgence en tant que médecin, c'est que si on ne s'adresse pas, si on n'utilise pas des moyens de communication qui vont être intelligibles, notamment pour les jeunes qu'on sait particulièrement concernés par les problèmes de santé mentale, en fait, on est inaudible. Et avoir une communication qui serait uniquement universitaire, avec des mots très compliqués et en prenant des exemples clairement qui ne font pas résonance, eh ben, ça ne marche pas. Or, si on parle de Certain Reason Why, si on parle de Stopper, si on parle des blockbusters Netflix ou de Selena Gomez et d'autres idoles, on va dire, de la Gen Z, et ben c'est un moyen de finalement d'illustrer ça et de faire passer derrière un message, voire plusieurs messages avec une conception, on va dire, large de la santé mentale qui s'adresse avant tout aux troubles psychiques, donc vraiment les maladies qui vont toucher le cerveau, mais parce que c'est ce qui est passionnant dans la santé mentale, plein de champs de société, la question du harcèlement, la question des violences sexuelles et sexistes, la question du bouleversement climatique. Toutes ces questions, c'est des questions qui appartiennent à tout le monde, mais qui ont à certains moments et à certains endroits des conséquences sur notre santé psychique. Merci beaucoup parce que je pense que tes éclairages vont être très précieux ce soir, Jean-Victor. À mes côtés, de l'autre côté, Milena Leblanc. Salut. Tu es une artiste pluridisciplinaire, donc toi aussi à plein d'endroits à la fois, chanteuse, DJ, réalisatrice. Tu as collaboré au gré de tes pratiques avec bon nombre d'artistes comme Lewis Hoffman, Régis No, et ta pop en 4 langues, donc français, anglais, portugais et chinois, se teinte d'influences multiples. Mélange détonnant dont nous écouterons un extrait ce soir, issu de La Cité du Souvenir, qui est ton premier EP. Est-ce que tu peux nous expliquer ce titre ? La Cité du Souvenir, c'est le nom de la résidence où j'ai grandi. Et en fait, j'ai fait cette EP un peu après une rupture amoureuse. Et je l'ai fait vraiment au gré de ma douleur et des rencontres aussi que je faisais de mecs, en l'occurrence, pour ma part. Et du coup, en fait, j'ai un peu construit toutes les chansons comme des souvenirs, pour garder un souvenir de chaque histoire, et surtout le souvenir de cette grosse histoire qui a été très dure à la rupture. Et tout à coup, je trouvais pas de titre, et je me suis souvenu que là où j'ai grandi, ça s'appelait La Cité du Souvenir, et je trouvais que, il n'y a pas forcément de lien avec les chansons en elles-mêmes, mais ça rassemblait les chansons entre elles, quoi. Mais c'est hyper poétique en plus, comme nom d'endroit pour grandir. Ouais, trop. Mais on écoutera un extrait tout à l'heure qui s'appelle Song About an Actor. Donc, du coup, maintenant, on sait de quoi ça parle. C'est ça. Mais merci également pour ta présence. Et enfin, à tes côtés, Miel Habitbol, tu es influenceuse à près de 2 millions d'abonnés sur TikTok et plus de 500 000 sur Instagram. Victime de moments douloureux durant ton adolescence qui n'est pas terminée car tu as 17 ans, extrêmement exposée au quotidien, et Dieu sait le courage que
que cela peut nécessiter, tu as décidé de saisir à bras le corps le problème de la santé mentale des jeunes grâce à un projet mené en famille qui s'appelle Link. En quoi consiste cette application gratuite Link destinée aux jeunes ? Alors, Link, c'est une application, mais c'est aussi une fondation. Donc, il y a vraiment plusieurs parties à ce projet. C'est quelque chose qui vient du coup d'une histoire personnelle que j'ai vécue, parce que, comme tu l'as dit, j'ai eu des moments assez compliqués dans ma jeunesse et qui n'est pas fini, évidemment. Alors, Link, niveau application, d'ailleurs, qui sort le 12 septembre, donc jeudi prochain, en fait, on a essayé de créer une sorte de safe place pour les jeunes. Donc avec des fonctionnalités qu'ils peuvent utiliser au quotidien pour prendre soin de leur santé mentale. Donc par exemple, il y a un calendrier émotionnel où ils peuvent noter leur humeur, leur alimentation et leur fatigue tous les jours pour garder un suivi. Ils auront un journal intime, donc pareil pour noter un peu tout ce qui leur traverse par la tête, mettre des photos, des audios, etc. Ils ont un compteur de sobriété pour les addictions. Okay. Par exemple, arrêter de se faire du mal, ce qui est très courant, les scarifications, c'est extrêmement courant aujourd'hui dans ma génération. Donc ils peuvent voir depuis combien de jours ils n'ont pas rechuté, et au pire ils rechutent. Ça fait partie de la guérison, c'est pas grave. Bien sûr. Ils peuvent se fixer des objectifs. En fait, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités déjà pour les jeunes qui peuvent utiliser pour eux tout seuls, mais il y a aussi un côté où ils peuvent se connecter avec un adulte de confiance. Donc en gros, là ils peuvent se connecter, donc c'est avec leurs parents, avec leurs oncles, leurs tantes, un ami de leurs parents, peu importe. C'est vraiment un adulte en qui ils peuvent avoir confiance. D'accord. Donc ils se connectent, le jeune peut partager à l'adulte ce qu'il veut. Donc par exemple, s'il veut lui partager son calendrier émotionnel pour que son adulte de confiance puisse garder un œil, un suivi sur comment son jeune y va, il peut le faire. S'il veut pas, il le fait pas. Pareil pour toutes les fonctionnalités en vrai. Le journal intime, il veut partager des notes, il peut. S'il veut pas, il fait pas. Okay. Et ils ont des fonctionnalités croisées. Donc par exemple, il y a la mise en place de contrats. C'est quelque chose qui est énormément utilisé avec les psychologues, les psychiatres, etc. Et donc des contreparties, et chacun prend ses engagements et on fait un contrat. Ils peuvent s'organiser des activités ensemble directement sur l'application. En fait, on essaye de faciliter cette communication entre jeunes et adultes qui est malheureusement perdue pour beaucoup aujourd'hui. La communication, elle est devenue super compliquée parce qu'il y a un gap générationnel énorme. On a ma génération, la Gen Z, et la génération Alpha, ça va être encore pire. On a grandi avec les réseaux sociaux pour la plupart, et alors que nos parents en vrai, ils n'ont pas grandi du tout comme nous on a grandi. Et en fait, on est vraiment très différents. Aujourd'hui, on lève les tabous sur plein de sujets, sur la santé mentale. Avant, on disait qu'on allait chez le psy, on se faisait traiter de fou. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus normalisé. Mais il y a beaucoup de parents qui ont quand même un peu du mal avec ça. Donc on fait aussi beaucoup de prévention et de sensibilisation autour de tous les sujets de santé mentale. Donc que ce soit avec des vidéos, on sort des vidéos 2 fois par semaine, une fois par semaine, 2 vidéos le mercredi, où on va justement aborder un sujet, une thématique. Donc par exemple, mon enfant se fait harceler à l'école. Comment est-ce que je peux l'aider ? Quelles sont les bonnes actions à prendre ? Parce qu'en fait, c'est simple, on te dit tu vas voir la CPE, tu vas voir le directeur, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il faut prendre en compte comment va se sentir l'enfant. Donc on va faire des vidéos de sensibilisation pour les adultes, mais aussi pour les jeunes, pour donner des clés aux jeunes, et c'est fait par des professionnels de santé. Donc c'est ça qui est vraiment top. Et même Link, la fondation et l'entreprise, c'est moi, je suis cofondatrice avec mon père et ma psychiatre. Donc une psychiatre, Dr Claire Morin, qui est ma psychiatre depuis 3 ans. Et en fait, vu que j'ai commencé à aller vraiment mieux et je voulais me lancer dans ce projet, parce que pour moi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, particulièrement à cœur. Et je veux éviter aux autres ce que moi, j'ai pu vivre. Et voilà, Link, c'est parti comme ça. Et là, on arrive à l'application dans 1 semaine. Ça fait un peu peur, mais franchement, on a trop hâte. Mais tu sais, je trouve ça vraiment, à titre personnel, vraiment hyper fort en plus d'utiliser ton vécu, qui est encore un vécu actuel, puisque ce qu'on disait, t'es pas tout à fait sorti de l'adolescence. Mais par contre, il y a des plaies qui sont manifestement derrière toi, parce que je le vois en introduction, c'est peut-être un peu vu, moi je suis activiste féministe de base, et on est beaucoup à être venus à ce combat public qui aide des millions de femmes pour nous-mêmes aussi se guérir de trucs qui avaient pu nous arriver.
Et donc, je sais à quel point c'est courageux de faire cette démarche. C'est vraiment, je tenais à t'en féliciter. Ouais, merci. Et c'est je pense gentil. que là, la complémentarité, justement, qui est un parent, une ado et une psy dans ce projet, c'est très prometteur Ouais, aussi. c'est ça. On a vécu de proche ces problèmes, que ce soit entre les hospitalisations, tout ça. Après, je pourrais peut-être en parler après. Ouais, on va en parler Mais, à fond. on a vécu personnellement ces problèmes. On a vu les solutions qu'on pouvait essayer d'apporter vis-à-vis de ces problèmes de communication, de santé mentale, etc. Ouais, c'est vraiment du concret, en fait. C'est ça. Et merci beaucoup pour ta présence, Miel. Avant d'entamer ce sujet sur l'école et de prendre donc le chemin de la rentrée, on va rester un tout petit peu encore en vacances. Je sais pas si vous avez capté derrière vos postes le petit accent américain sur le so easy. Ça montre que j'ai vraiment bien écouté en cours d'anglais. Et justement, on va parler un peu de ces premières questions pour rentrer en matière, de nos matières préférées, voilà, de ce qu'on a bien aimé, etc. Est-ce que vous aimiez bien, vous, la rentrée des classes ? Ça peut être présent aussi. Pas trop, hein. Non ? Enfin, moi, j'ai jamais été trop école, personnellement. Ça m'a toujours un peu saoulée. Après, des fois, ça me faisait plaisir. Je retrouvais mes copines, c'est tout ça. Ça, c'était sympa. Mais bon, la rentrée des classes, les cours... À la fin des vacances aussi, quoi. Ouais, c'est ça, à la fin de l'été. Ça fait mal. Si Ça juste fait pour toujours, mettre ouais. les nouvelles chaussures, moi j'aimais bien. C'est juste ça. Ou tu sais, revenir La avec ta nouvelle tenue, personnalité ouais, ta d'après les nouvelle vacances. tenue, Mais c'est trop vrai, ça. La nouvelle personnalité, Je suis toujours. quelqu'un de nouveau, genre, ils vont voir. Non, mais il y a une adrénaline. Enfin, c'est un peu un mixed feelings. Enfin, après, il y a des gens qui Exact. ont vraiment mal vécu l'école et tout. Mais c'est quand même un cafard mélangé d'excitation, de tu vas être dans la classe de ta pote et tout. Ouais. Donc, Ouais. en vrai, la rentrée, je trouve que c'est pas le pire. Le pire, c'est genre novembre. Janvier. Janvier, ouais. Janvier, Oui. c'est le mois le plus long de l'année. Je Ah vous ouais, jure que c'est ça. c'est vrai. Mais il est C'est- plus long que tous les autres réunis. Oui, Tu vois ou pas ? mais vraiment, c'est Mais- le mois qui ne passe jamais, il ne se finit jamais. Mais c'est vrai que novembre, c'est ghetto aussi, quand même. Mm. Genre, Il n'y a Ouais. aucune fête. puis les jours raccourcissent, quoi. T'as pas la Mm. perspective un peu de janvier où il y a le printemps après, peut-être. Ouais. Genre, Victor, t'aimais bien, toi, la rentrée ? J'avais souvent beaucoup d'espoir à la rentrée et franchement, souvent, espoir déçu. C'est vrai qu'il y avait toujours ce côté « Ah, cette rentrée va être différente ». J'aimais plutôt bien l'école, les cours, mais le reste, c'était plus compliqué. Et c'est vrai que ouais, c'est effectivement nostalgie de fin d'été, mais il y a quand même un espoir. Je trouve chaque rentrée, tu dis « Ah, je vais peut-être avoir une nouvelle classe, ça va peut-être être différent ». Et finalement, c'était assez peu différent d'une année sur l'autre, quoi. Est-ce que vous vous rappelez la classe, ou l'année scolaire que vous avez préférée ? Est-ce qu'il y en a qui vous ont Moi, c'est la particulièrement marqué ? seconde, je dirais. Ouais, parce que entrer dans la cour des grands... Parce que le collège, c'était à la fin un peu cool parce que je suis devenue populaire. Mais c'était quand même l'enfer. Et le lycée, je sais pas, il y a un truc où... Moi, je l'ai un peu vécu comme un film d'ado, quoi. Genre, j'ai Ouais. vraiment rencontré des potes et tout, on sortait. Genre, il y avait un truc marrant que... Ouais, un T'es truc de la marrant. génération LOL, toi aussi ? Ouais, j'ai pas eu envie de dire LOL. J'ai la rêve, du coup. Mais j'avoue, c'était un peu LOL, tu vois. Voilà. Jean-Victor, toi, il y a une année dont tu te rappelles particulièrement ? Je sais pas si c'est peut-être la fin du primaire. Parce qu'après, honnêtement, c'était plus compliqué, ou peut-être la terminale, parce que pour le coup, tu te dis au moins c'est la dernière année. Donc, il y a peut-être ce côté de dire, après, ça va être différent. Et pour le coup, c'est vrai que mes meilleures années, ça a été plutôt mes années universitaires. Enfin, en tout cas, que j'ai vraiment beaucoup plus aimé. Donc, c'était vraiment le jour et la nuit entre collège, lycée, et puis après, quoi. C'est le Z, toi, il y a des années qui t'ont marqué, qui t'ont semblé comme un tournant dans ta vie Bah, moi, en fait, vu que j'étais quand même à l'Olympique Lyonnais en étant plus jeune. T'es en sport-études, du coup, ou c'est carrément Non, une autre structure ? pas à cet âge-là. Enfin, j'ai commencé, j'avais 5 ans, mais moi, j'étais la jeune qui était pas comme tout le monde. Bien sûr. J'avais entraînement, j'avais un rythme différent. Je sortais pas les week-ends parce que voilà, j'avais les matchs ou les déplacements. Mais je dirais le collège parce que déjà, je suis allé qu'au collège, moi. Je n'ai pas fait lycée, etc. Comme j'en discutais tout à l'heure. Mais ouais, je dirais le collège. Je sais pas, il y en a, ils ont pas trop kiffé le collège. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit, ouais, ça a été un enfer et tout. Ouais. Moi, je trouvais que c'était la période où tu étais insouciant, mais conscient. Tu vois, Ah, je vois. t'étais jeune, mais grand. Tu vois, et
Je sais pas, genre c'était vraiment la période que je kiffais. Et puis moi, on me voyait comme la footballeuse à l'OL. Donc. Ouais, t'étais un peu protégée aussi, peut-être. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. C'est vrai que ce statut-là, il m'a énormément aidé parce que je faisais des bêtises. Et du coup, voilà, en fait, t'étais dans la bonne team, tu vois. Non, tu faisais des bêtises. Je faisais des bêtises qui n'impliquaient pas les autres. C'était moi et moi-même. Mais ouais, je dirais le collège, pour ma part. Parce que ce qui est souvent revenu dans cette émission, c'était parce qu'on parle de tous les sujets, mais parfois ça revient justement sur l'école. Il y a des références. C'est la classe qui a traumatisé un peu tout le monde, c'est la 4e. La 4e. Je sais pas pourquoi autant. Parce que déjà, les enfants, ils sont méchants déjà. Ouais, tu déjà, commences à être un peu grand, mais t'es pas encore mature, donc c'est vrai. Au contraire, Pardon, excuse-moi, vas-y. J'allais dire, c'est là où je suis devenue populaire. Mais populaire comment? Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, j'étais vraiment dans le jargon au collège. Ouais. J'étais une bolosse. Et genre, je suis passée à populaire parce que j'ai rencontré une meuf qui regardait Twilight comme moi. Et en fait, elle m'a dit, ah, mais viens avec moi et tout. Et je suis devenue populaire en 4e. Et du coup, j'ai commencé à être insolente et tout. Pour moi, c'est un peu quand tu commences à devenir insolent et tu commences à fumer des clopes. Et là, c'est un peu ça dégueulasse, mais Mean Girls, quoi. Ouais. Et là, c'est plus 6e, 5e où waouh, c'est. Mais qui est stylé en 6e, tu vois? Ouais. Mais il y a stylé et bolos. Et bolos. Je compatis. Bah ouais. J'ai été la bolos pendant tout mon collège. Ouais. Ça, c'était chaud. Moi, j'ai pas trop d'années que j'ai préférées. Hein. Franchement, elles étaient toutes un peu pourries. Ça veut dire que ça va être la suite qui va être géniale. Ouais, mais là je vrai suis plus. Là, j'ai fini le lycée en juin. Et j'ai ma rentrée en école de commerce lundi. J'ai pas trop hâte. Enfin, un peu, mais bon. Pas trop non plus. C'est les études supérieures. Déjà, ça va être différent d'office. Ouais, c'est ça. Mais bon, au lycée, collège et tout, les gens, ils sont mauvais hein, quand même. Dans les écoles, franchement, ils sont lourds parfois. Mais après, je pense... Première terminale, j'étais dans une école anglaise. Moi, j'ai jamais été dans des écoles françaises. J'ai toujours été dans un système américain ou système britannique parce que j'ai vécu 5 ans aux États-Unis. J'ai fait toute ma primaire et début collège là-bas. Mais ouais, la première et terminale, en système britannique, j'avais 15 heures de cours par semaine. Ah, wow. Donc, je kiffais parce qu'en fait, je foutais pas grand-chose. C'est pour ça que j'aimais bien. Et t'as eu l'impression que les mentalités étaient un peu différentes ? Après, c'était beaucoup de gens internationaux. C'était une toute petite école, on était 20 par classe, par promo. Mais j'ai pas trop accroché avec les gens de mon école. Je t'avoue que c'était un autre délire que j'ai pas trop aimé. Donc j'étais un peu toute seule, mais au moins j'avais pas beaucoup de cours. Donc c'était quand même mieux que les écoles françaises qui font du 8h, 18h. Je les plains fort. Franchement. Moi, j'ai une question à vous poser, si je peux. Comment vous déterminez bolos ? Mais c'est les gens qui disent ça. Clairement, tu étais très populaire. Non, mais c'est une réelle question parce que justement, on est en plein dedans. Peut-être que s'il y a des jeunes qui écoutent, comment justement un enfant peut dissocier quelqu'un qui est, comme tu dis, populaire ou l'autre bolos ? C'est quoi qui... Il y a une question, même, moi franchement, je trouve qu'il y a une question de droit. Pour avoir été dans tous les rôles, il y a une question limite de droit à la parole et de droit à... à s'exprimer, à être en public, tu vois. Limite, le bolos, il va même pas oser dire quelque chose parce qu'il sait que les autres vont le... Enfin, en fait, il osera même pas. T'as vraiment un truc comme des espèces de rapports de classe, mais entre les gamins, tu vois, comme s'il y avait une hiérarchie. Ouais, et c'est hyper présent, quoi. Bah, ça mais passe quand même beaucoup par les fringues, quand même, pas mal. En vrai, comment tu te sapes en 6e, tu vois, t'arrives, si t'as un sac à dos qui tombe jusqu'aux fesses, genre, tu vas un peu être... Enfin, tu vois, je sais pas comment dire, mais si t'as pas les codes au collège, genre, si t'as pas genre le sac un peu stylé pour les meufs ou genre l'outfit des mecs, bah, je sais pas, pour moi c'était un peu ça. Non, mais ils te catégorisaient assez vite. Ouais, c'est ça. Des fois, t'arrives pas à t'exprimer. Du coup, ils catégorisent, je sais pas, ou... Enfin, c'est qu'on te catégorise vite et genre, tu sais que, comme tu disais, si genre tu prends la parole, on va te clasher, quoi. Et du coup, bah, à un moment, juste tu tais et tu restes un peu dans ton coin et t'es pas au milieu de la cour à faire des vannes, quoi. C'est ça, mais tu sais que même moi, quand j'étais en 4e, bah, comme j'ai dit, j'étais un peu la fille gênante, genre que je m'habillais trop mal et tout. Les gens, ils voulaient pas trop me parler, ou si je leur parlais, on se foutait un peu de moi. C'est pour ça que tu t'es lancée sur les réseaux ? Peut-être d'une part, parce que j'ai toujours été assez isolée à l'école, donc les réseaux c'était un endroit pour moi pour m'exprimer, ce que je ne faisais pas à l'école du coup. Mais même moi en 4e, j'avais fait des notes sur comment devenir populaire. Voilà.
Je ne suis jamais Note. devenue populaire dans mon école, mais j'avais l'envie. Hein. Et pourtant, en vrai, ça change rien. Hein, parce que tant que tu es avec des gens que tu aimes, des amis qui t'apprécient pour qui tu es et pas pour qui tu veux être, ben, c'est ça le plus important. Il y avait un livre quand on était ado de Meg Cabot, la meuf qui avait écrit Princesse malgré moi, je sais pas si des gens auront la ref, qui s'appelait Comment devenir populaire, et elle listait toutes les étapes et la fille devenait populaire et à la fin elle se rendait compte que c'était pas si important, enfin, un truc classique. Mais il y avait un peu une espèce de hiérarchie dans les groupes, genre une histoire de puissant ou de pas puissant. Et du coup, le truc con de qui osait se mettre au fond du bus, etc. Si tu savais que t'étais pas popu, t'allais même pas oser parce que ça allait sembler impensable. Et en fait, t'allais te faire déloger par les gens. Enfin, tu voulais même... Il y avait comme une... J'arrive pas à mettre de mots dessus, peut-être Jean-Victor, tu vas arriver. Il y avait comme une violence latente, en fait. Une menace qui pesait, quoi. Disons que autour de la question de populaire et pas populaire et donc du harcèlement, c'est vrai que souvent, en fait, ceux qui vont être mis de côté, ça va être ceux qui sont considérés comme différents pour toutes les raisons. Et c'est vrai que ce qui est majeur à cet âge-là, c'est que les enfants sont archi-conformistes et que autant après, quand tu es adulte, c'est un petit peu remis en question, mais lorsque tu es enfant, ado, il faut vraiment à tout prix coller dans le moule. L'école, et notamment l'école française, je pense, renforce énormément ça parce que il faut rentrer dans le moule, il faut avoir tout le monde la même liste de cours, il faut être pareil et en fait en général les enfants harcelés, ça va être des enfants qui ont des particularités ou qui sont un peu différents, soit pour leur origine, soit parce que ils ont un handicap, soit parce que ils sont un genre qui est, on va dire, non conforme, et donc souvent ça va tourner autour de ça et souvent du coup la catégorie bolos, etc., ça va être des personnes qui sont tout simplement différents à un âge où c'est très difficile d'être différent, quoi. Oui, mais c'est pour ça que ça me questionne. Parce que, comme tu viens de le citer, faut être conscient. Enfin, c'est pour ça que j'entends. Après, moi, j'ai pas connu de personne qui se soit fait harceler ou même, voilà. Enfin, justement, j'arrive pas à savoir comment quelqu'un peut se dire, lui, je vais aller l'harceler et pas lui. Mais je crois que c'est moins conscient que ça, c'est vraiment une histoire de groupe aussi. Ouais, l'effet de groupe. Ouais, en fait, en gros, il va y avoir un peu un leader, qui n'est pas forcément le plus populaire, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va se montrer un peu méchant avec quelqu'un d'autre pour se faire remarquer et pour se sentir supérieur. Et en fait, les gens autour vont préférer s'allier, entre guillemets, je caricature énormément parce que c'est pas aussi manichéen, mais ils vont préférer s'allier aux méchants plutôt que de pouvoir potentiellement devenir la nouvelle cible, en fait. Oui, Ouais. oui. C'est la D'accord. loi du plus fort. Ok. Ouais, c'est ça. Mais même nous, j'ai connu un député, Emmanuel Pellerin, qui n'est plus député vu qu'il y a eu la dissolution de l'Assemblée. Bref, qui avait témoigné, il avait dit que lui, il avait été harceleur quand il était plus jeune. Et en fait, il faisait ça parce que c'était soit il était dans le camp des forts, soit il était dans le camp des faibles. Et il a préféré être dans le camp des forts pour ne pas subir du harcèlement. Du coup, bon, avec du recul, il reconnaît que c'était pas bien non plus. Mais en même temps, l'effet de groupe fait qu'il y en a beaucoup qui commencent à harceler sans même se rendre compte qu'ils sont en train d'harceler et qui participent à détruire quelqu'un tout simplement. Il y a l'effet de groupe et après l'autre chose, et pour le coup il y a pas mal d'études qui le montrent, c'est que souvent les harceleurs sont eux-mêmes harcelés, enfin en tout cas eux-mêmes sont victimes de violences et tout type de violence et notamment de violences familiales. Donc évidemment c'est pas vrai pour tous les harceleurs, mais c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent, on va dire en clinique, mais on retrouve ça aussi pas mal dans les films et les séries sur le sujet de type Certain Reason Why, etc., où en fait on voit que les personnes qui exercent une violence démesurée sur leur père, c'est parce que eux-mêmes vivent des choses qu'ils ne devraient pas vivre à la maison, quoi. Ils viennent reposer la violence en fait qu'ils subissent ailleurs. Et nous reprenons cette discussion sur l'école avec Miel Abitbol, Milena Leblanc, Jean-Victor Blanc et Célezé ce soir. Et je voulais vous demander quelle était votre matière préférée, tout simplement. Peut-être que quelqu'un va répondre l'EPS là-bas, je ne sais pas. Le sport. Mais attends, mais toi, on t'a envoyé un EPS avec les élèves normaux ? Non, moi j'étais toujours avec les garçons déjà. Ouais. Non, ouais, moi je Mais tu leur mettais la misère, non ? En foot. que quand on faisait le foot à la fin. Ouais. Mais non, moi, tous les sports. Hein. Franchement, j'ai eu la chance d'avoir des profs de sport. Ils étaient grave cool. On faisait des trucs bien. Badminton.
j'ai jamais fait un truc nul. Genre, j'ai jamais fait escalade. T'as jamais fait acrosport? Désolé pour ceux qui font de l'escalade, attention. Bon, je ne néglige pas le sport de l'escalade, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'affectionne. Mais j'ai pas fait ce sport. Genre, c'était vraiment des trucs bien cool. Pas l'escalade. Et quelle était votre matière préférée autour de la table? Je pense que ce qui m'intéressait le plus, moi, c'était l'histoire géo, parce que je trouvais ça hyper intéressant d'avoir ce temps où on apprenait des choses sur un peu le monde, mais c'était pas non plus ma matière la plus forte, mais je pense que c'était l'histoire géo. Histoire géo ici, Milena? Moi, ça va faire très cliché, mais c'était art plastique et musique. Non, mais en vrai, j'ai des souvenirs de cours de musique où déjà, genre, quand j'avais cours juste après la cantine, genre, c'était incroyable de me dire, ok, après, il y a musique, genre, tu vas te poser avec ton pupitre bizarre, là, enfin, on avait des pupitres chelous de chefs. La flûte. Et on se chantait en chœur, toute la classe, Hey Jude. Et tu sais, c'est des moments que t'as pas du tout dans ton quotidien d'école, quoi. Et d'un coup, genre, tu sais, t'as toute la classe qui chante et tout. Enfin, c'est incroyable. T'as envie que... Enfin, en vrai, c'est trop bien. Enfin, nous, on faisait l'hymne européen à la flûte. Ah, sympa. Ambiance. Toi, c'était quoi ta matière préférée? Moi, l'art. L'art aussi. J'ai fait beaucoup d'art en première et en terminale. T'avais les options art, du coup. Ouais, du coup, en gros, pour faire court, le bac britannique, du coup, ce que j'ai passé, c'est pas du tout comme les écoles françaises. En gros, mon diplôme est basé sur mes notes d'examen de première et de terminale. Et j'ai que 3 matières. Donc j'avais art, économie et français. Français pour les anglophones, autant vous dire que j'ai pas fait grand-chose. J'espère que mes profs ne m'écoutent pas. Mais sinon, art, c'était un gros... Genre, j'avais des très gros projets à faire. Du coup, pendant 2 ans, j'ai mangé art, j'ai bu art, j'ai dormi art, j'ai fait de l'art tout matin, midi, soir, vraiment. Et je suis devenue assez forte en peinture. Du coup, bon, je suis humble quand même, mais bon. Et j'ai rendu mon portfolio. Bah, d'ailleurs, j'ai eu mes résultats... du bac pour l'art, j'ai eu un B+, qui signifie en gros c'est une très bonne note pour l'école que je fais, le bac que je fais. Mais voilà, ouais, l'art, ça détend, c'est thérapeutique, ça fait du bien. Quand on n'arrive pas à exprimer ses émotions en parlant ou quoi, on peut les exprimer sur une toile et franchement, ça marche très très bien. Moi, donc tu vas continuer la pratique artistique à côté de l'école. Ouais, sûrement. Et c'est ma prof qui m'a donné goût à ça, hein. J'avais une prof d'art marquante, elle était incroyable, vraiment exceptionnelle. Et en fait, elle m'a transmis toute sa passion pour l'art, la peinture et tout. Elle me l'a transmis et ben maintenant, je peins. Maintenant, je peins beaucoup. Mais t'anticipes ma question parce que justement, on est beaucoup à avoir connu des profs un peu providentiels pendant nos carrières étudiantes, disons. Ça vous est arrivé, vous, Milena, Célosé, Jean-Victor, d'avoir des profs qui vraiment vous ont marqué, même sur une matière que vous aimiez pas tant, mais... des gens qui vous restent en tête? Moi, j'ai une prof qui me reste en tête, une prof du CM2 qui battait ses élèves. Mais en fait, elle avait un rapport à... En gros, elle voulait qu'on s'épanouisse par l'art, quoi. Et du coup, on faisait plein de peintures. Enfin, je pense qu'elle dérogeait un peu à la règle de l'Académie nationale, quoi. Et donc, elle nous faisait faire des spectacles de théâtre et tout. Mais à côté de ça, du coup, elle nous frappait vraiment. Et j'ai jamais compris... c'était un bahut à Paris et personne n'a rien fait, alors que vraiment, c'était hyper violent. Et ensuite, elle a entretenu une correspondance avec moi. Elle m'envoyait des lettres, à me dire que j'allais faire de grandes choses, etc. Et j'étais à fond là-dedans, quoi. Je lui répondais, etc. Et ça fait même pas 2 ans, alors que j'étais en CM2, que d'un coup, je me suis dit, mais quoi? Enfin, en fait, je vais juste arrêter de répondre à ces lettres parce que c'est genre le pire souvenir d'école que j'ai, quoi. Mais désolée, c'était pas genre une figure inspirante, mais c'est la prof qui m'a le plus marqué, quoi. C'était dingue. Mais c'est intéressant aussi que tu parles de cette violence, au final, peut-être de cette emprise aussi qu'il y avait de cette prof qui, pour vous motiver, utilisait de la violence. Parce que j'ai eu une discussion avec mes parents, je crois que c'était cet été ou au printemps, enfin je sais plus, où en fait on reparlait du fait que j'étais très souvent accusée d'insolence au collège et au lycée. Et je leur disais, en fait, j'étais déléguée tout le temps. Et je ne supportais pas que les profs manquent de respect
à moi ou surtout à mes camarades. J'avais des camarades qui n'osaient pas forcément le dire, qui étaient un peu moins grande gueule et du coup, j'allais toujours les défendre. Et je me dis, évidemment, il y avait des moments où je pense qu'on était jeunes, on était un peu connes, on voulait un peu prouver, donc on répondait et tout parce qu'on voulait être stylé. Mais il y avait vraiment plein de fois où j'ai des souvenirs très nets où en fait les profs n'étaient vraiment pas sympas avec les élèves. Jean-Victor, je te vois hausser la tête. Est-ce que tu as l'impression que les élèves sont toujours respectés par les profs en tant qu'individus? Je pense pas, parce qu'en fait c'est une position qui est tellement hiérarchiquement en fait, et encore pour une fois en France on attend tellement des élèves que finalement c'est une sorte d'entonnoir dans lequel on déverse des connaissances, donc c'est vrai que la position elle est très asymétrique. Alors après c'est comme toute position sociétale, ça peut être questionné. Après, je pense pas non plus qu'on doive être sur un plan complètement égalitaire, parce que par définition, aller à l'école, c'est accepter qu'il y a un adulte qui va essayer de nous transmettre quelque chose et que c'est pas dans le sens inverse. Après, probablement que ça suscite pas mal d'abus de pouvoir à certains endroits. Et c'est vrai que la parole, elle n'est pas toujours entendue, parce qu'on considère qu'un prof, c'est un peu normal, entre guillemets. Après, c'est vrai que maintenant, vu que je suis pas mal de profs aussi à l'hôpital, j'ai aussi quand même pas mal d'empathie, parce que c'est un métier qui est pas évident. Donc, faut pas non plus trop leur jeter la pierre. J'ai l'impression que, comme beaucoup d'institutions, on demande à l'école comme à l'hôpital aussi de remédier un peu à tous les maux de la société. Et bien sûr, il y a des abus, mais en même temps, les profs peuvent pas non plus faire des miracles parfois dans les situations dans lesquelles on les met, quoi. Et en tant que psychiatre, à l'heure où il y a vraiment un essor autour des sujets, on en a déjà parlé d'ailleurs autour de la neurodivergence, on entend beaucoup parler de personnes et d'enfants, notamment HPI, HPE, TDAH, autistes, donc dyspraxique, dyslexique, dyscalculique, dysorthographique, enfin voilà. Est-ce que tu penses, toi, que l'école telle qu'elle est faite actuellement est apte à intégrer des élèves neurodivergents, c'est-à-dire avec un cerveau qui sort un peu des normes, des enfants différents en tout cas? C'est un énorme sujet. C'est vrai que là aussi, si je fais appel à mon expérience personnelle, c'était rarissime, voire je crois qu'il n'y avait quasiment pas d'assistante ou d'assistant pour les élèves à mon époque. Donc j'ai 37 ans, c'était pas hier, mais c'était pas non plus il y a 100 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'en discute avec des gens qui sont encore dans le système scolaire, c'est quasiment 1 ou 2 par classe. Donc on voit qu'il y a probablement un effort qui a été fait. Ça, on va dire que c'est le côté positif. Le côté moins positif, c'est que, pour en avoir parlé aussi avec des collègues qui sont pédopsychiatres, donc qui vraiment soignent des enfants au quotidien, il y a aussi un côté où, en fait, à vouloir à tout prix que tous les élèves aillent dans l'école standard, on les force en fait à les mettre dans des situations qui sont un peu impossibles, et que finalement, sous couvert d'intégration, c'est assez violent, parce qu'en fait, l'école pour tous, telle qu'elle est faite aujourd'hui, n'est pas adaptée à tous. Et donc, même avec des assistants, et même les assistants, c'est toujours très compliqué pour les mettre en place. Il y a toujours un délai, il y a toujours des carences. Ça doit être renouvelé chaque année. Donc, en plus, c'est à la charge un peu, parfois directement financière des parents. Sinon, c'est à la charge des parents de faire les démarches pour. Bon, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Je pense que... D'ailleurs, ce truc de tout le monde doit aller dans la même école, qui est une belle idée. Concrètement, il y a des personnes, alors évidemment, c'est difficile de mettre tout le monde dans le même paquet, parce qu'en plus, neurodivergent, ça va de choses effectivement d'une dyscalculie ou dyslexie, qui peut être travaillée avec de l'orthophonie, et finalement avec un tiers-temps, globalement, ça va, à vraiment des troubles du spectre de l'autisme sévères pour des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à ne serait-ce qu'acquérir la parole. Et ben en fait, c'est tout le monde, en fait, on pourra pas faire un truc qui sera standard pour tout le monde, quoi. Et surtout que même avoir de l'aide dans les écoles, mon petit frère, lui, il est Asperger. Du coup, en maternelle, là, il a 8 ans, il est dans une bonne école maintenant, mais en maternelle, il avait beaucoup de mal à l'école, parce que du coup, il n'arrivait pas, il était différent des autres, donc c'était pas adapté à lui, les cours, etc. Et en fait, mes parents, du coup, étaient là, ils voulaient avoir une aide pour lui à l'école, sauf qu'en fait, c'était super compliqué, parce qu'il devait être reconnu handicapé pour pouvoir avoir une aide. Et en fait, c'est des systèmes qui sont tellement compliqués qu'au final, tu fais quoi ? Tu le laisses, t'essayes de l'aider comme tu peux, mais c'est super compliqué au final, puisqu'ils ne rentrent pas dans le moule, et on ne peut pas les forcer à rentrer dans le moule. Et c'est comme j'ai aussi une fille que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, qui a 14 ans, et elle est en terminale.
Ok, donc elle est à 14 ans avec des gens qui ont 18 ans, ça fait quand même un bon écart d'âge. Et en fait, elle est HPI et elle est vraiment déconnectée du monde. Tu lui parles, on dirait qu'elle a limite 20-25 ans. Et en fait, elle a subi beaucoup de harcèlement à l'école à cause de ça, parce que une fille qui rentre vraiment pas dans le moule, tu lui parles, elle va te parler que de politique, que de sujets vraiment de société, mais qu'on ne connaît pas à 14 ans généralement. Et en fait, c'est compliqué parce qu'au final, la fille, elle subit du harcèlement, elle tombe dans un mal-être profond, elle se sent pas comprise par qui que ce soit, elle n'arrive qu'à parler avec des gens qui sont adultes, qui sont beaucoup plus vieux. Et pour toutes ces personnes-là, et que ce soit HPI, Asperger, enfin vraiment toutes les personnes qui sont différentes, c'est très, très, très peu adapté, surtout dans le système français. Il n'y a quasiment rien qui est fait pour les aider. Sinon, ça relève, il faut payer, des écoles privées et tout, donc... Ils sont pas aidés, ces gens qui sont différents, malheureusement. Et c'est le temps d'écouter un titre à toi qui s'appelle Retour. Oui. Et je vais revenir sur une séquence également musicale, une séquence dans Nouvelle École, avec Sofiane Pamart, Oui. quand même pas n'importe qui, au piano. Exactement. Et dans cette séquence, tu fais référence au passé. Et j'ai noté un petit extrait où tu dis, je vais pas rapper sinon tout le monde va être hyper mal à l'aise dans le studio, mais tu dis, je cite, mon cœur est noir et tout en miettes, on la détaille comme une plaquette. En cours, j'allais en claquette, 3-4 barrettes dans le survêt. Est-ce que c'est du vrai? Ou est-ce que t'as fait un petit storytelling? Après, je sais pas si il y a ta famille qui écoute. Donc Voilà, exactement. Donc, il y a des secrets qui resteront toujours secrets. Après, à savoir que moi, je suis pas quelqu'un qui m'invente une vie dans mes textes. Justement, écoute le P, tu verras. Mais oui, faut comprendre, mais ça en dit long, oui, un petit peu sur ce que je raconte, mais c'est du passé. Et maintenant, voilà, on a tous... j'ai avancé, si je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est aussi par rapport à tout ce qui s'est passé. Et ma mère. Donc voilà, j'en suis contente et je le changerai pas. Donc voilà. Et ce sont des périodes qui t'ont marqué, toi, du coup, cette période d'adolescence? Beaucoup. Énormément. Je pense que c'est cette période d'adolescence, et c'est ça qui me fait écrire, en fait. C'est pratiquement tous mes textes sont liés à cette période-là. Donc toute cette inspiration, et il y en a beaucoup, hein, parce que le P, les sons, toute cette inspiration que j'ai est liée, en fait, à cette période-là de ma vie. Ouais. Et à ce moment-là, quand tu vis tous ces trucs-là, est-ce que tu as déjà justement cette volonté d'exprimer ça par l'art, ou t'as pas encore conscience que tu as envie de faire ça? Pas du tout. J'ai été focus football. L'Olympique Lyonnais, c'est le plus grand centre de formation de football féminin. Donc c'est vrai que on peut parler aussi comme à l'école ou quoi, la pression, il peut y avoir aussi de l'harcèlement aussi comme on en parlait tout à l'heure, dans les sports, etc. J'avais pas conscience. J'étais vraiment à fond dans mon projet, dans ma tête, je savais où je voulais aller. Et malgré notre jeune âge, il y avait énormément de concurrence. Tu grandis déjà un petit peu trop vite, je pense. Donc, je gardais ça en moi. Et peut-être que je faisais ça, je l'exprimais d'une mauvaise façon. Mais j'avais pas conscience du tout que j'allais me réfugier un jour dans la musique. Pas du tout. Et c'était venu comment, du coup, l'envie de... C'était au confinement. Et j'ai un ami en fait qui était dans la musique, qui m'avait fait aller au studio, etc. J'avais posé, mais vraiment rien de sérieux. Hein. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai dit la musique, c'est vraiment un refuge, j'ai un moyen de m'exprimer à ma façon. Et au confinement, j'avais rien à faire et j'ai commencé à écrire et à envoyer juste à des amis sur Snap. Je me filmais comme ça, j'envoyais sur Snap et tout. Je mettais un écran noir là. Il me disait mais c'est bien et tout, continue. Donc je continuais et puis il me sauçait. Donc je disais bon, ça doit être vraiment bien. Jusqu'au jour où je décide de le mettre sur les réseaux, alors que j'avais jamais voulu faire ça. Et ça a pris une grosse ampleur sur les réseaux. J'avais posté ça sur Instagram. C'est vrai qu'il y avait quand même la période du confinement, mais j'avais fait des freestyles à plus de 17 000 vues, 20 000 vues. Et c'était constant, en fait. Donc je me disais, il y a quelque chose à aller gratter. Et j'ai continué, j'ai mis du visuel, j'ai commencé à faire des clips, etc. Et voilà, c'est tranquille. C'est venu petit à petit. Exactement. J'ai laissé la musique prendre une petite place dans ma vie, à côté du foot, qui est l'une des plus grandes places dans ma vie. Ouais. Et après, parfois, mais ça, Mélina, peut-être que tu pourras nous en parler aussi, mais le fait de
venir poser un regard artistique sur des périodes de vie où qu'on n'a pas forcément intellectualisé sur le moment. Ça permet aussi parfois d'en tirer des leçons, de guérir des choses, etc. Je sais pas si c'est ce que tu as ressenti, le côté vraiment thérapeutique. Comme j'ai dit, je pense pas qu'on guérit totalement. Pour moi, c'est pas de la guérison, c'est de l'acceptation. Pour moi, du moment où tu guéris, entre guillemets, c'est quand tu as accepté la chose et que tu décides d'avancer. Je dirais pas que ma musique, entre guillemets, m'a soigné, mais ça m'a permis de m'exprimer et de dire peut-être des choses et que ma mère entende aussi des choses que j'ai pas exprimées de vive voix. Donc ma mère a compris beaucoup de choses à travers ma musique. Ça a été un facilitateur de communication aussi. Exactement. Milena, toi aussi, ça t'a aidé à communiquer, alors peut-être avec des ex du coup, mais aussi avec d'autres personnes dans ta vie, de passer par ce vecteur musique pour un peu masquer la pudeur de devoir dire des vrais mots ou des vraies choses. Pour moi, c'était pas des... Enfin, s'il y a eu quelques adresses et tout dans les chansons, mais c'était plus... Enfin, j'ai été impressionnée quand j'ai sorti les chansons de mon EP. Par exemple, il y avait des souvenirs sur la chanson qu'on a écoutée juste avant, Song About an Actor. C'est une chanson sur un mec que j'ai vu et qui m'a un peu torturée psychologiquement. Et bref, j'en ai fait une chanson. Et en fait, d'avoir fait cette chanson-là et d'avoir fait un objet de ça, je me suis rendu compte que je n'avais plus aucun affect dans moi, ma vie perso, par rapport à ce souvenir-là. Mais vraiment aucun. Comme un truc qui est résolu, quoi. Et pareil, je sais pas, j'ai fait pas mal de babysitting et à l'époque j'avais un peu honte de faire du babysitting parce que j'avais besoin de sous et je faisais ça alors que j'avais plein de potes autour de moi qui commençaient à gagner de l'argent et tout. Et j'ai enregistré des voix d'enfants qui me parlaient, etc. Et j'en ai fait une chanson. Et c'est con, mais du coup, j'ai plus du tout la même sensation de ces années de babysitting où j'allais gagner 10 balles de l'heure et rester de 16h à 18h et du coup je vois les choses différemment grâce à ce que je ponds, quoi. Et c'est plus des souvenirs douloureux ou que j'ai encore envie de retourner dans tous les sens, par exemple. C'est comme ça, c'est vraiment de l'ordre du passé et du résolu. C'est un peu cliché, mais en vrai là c'est vrai, ce qui s'est passé là en tout cas avec ces chansons là. Mais ça rejoint relativement ce qu'on disait en tout début d'émission avec Miel et du coup l'application Link qui correspond toi à la résolution de problèmes que tu as pu rencontrer dans le passé. Et ce que je disais aussi moi par rapport à la pratique du militantisme, où en fait les choses douloureuses qui ont émaillé ta vie, dans tous les cas elles sont là, tu ne vas pas pouvoir aller gommer le passé. En revanche, parfois le fait de se dire j'en fais quelque chose d'intéressant, de beau ou d'utile, d'ailleurs, ça guérit, mais ça compense en fait. Et bienvenue dans cette deuxième heure et dernière du coup, puisqu'il y en a deux comme toutes les semaines, de Tunnel où je suis ce soir avec Célezé, Jean-Victor Blanc, Milena Leblanc et Miel Abitbol pour parler de l'école, ce qui est un vaste sujet. Est-ce que vous avez encore des copains de l'école ? Pas du tout. Moi, j'ai jamais trop accroché avec les gens de mes écoles, puisque j'en ai fait quelques-unes quand même. Et moi j'ai toujours été assez isolée. Du coup, les gens de mon école, j'étais pote souvent de cours. Après, il y en a quand même que je vois de temps en temps aujourd'hui. Il y en a une que je dois voir, avec qui j'étais en seconde. Je dois la voir, ça fait une semaine qu'à Marseille d'ailleurs. Mais on l'embrasse si elle nous écoute. Voilà. Mais sinon, les potes du lycée, collège et tout, j'en ai jamais trop gardé sur le long terme. Par contre, ça a l'air trop bien. Franchement, les gens qui en ont, ils ont l'air de kiffer. Je suis d'accord. T'en as, toi ? Vite fait. J'ai un ami de maternelle avec qui j'ai fait mes chansons. Mais sinon, j'ai perdu beaucoup d'amitié. Et je vois des gens qui ont gardé des amis du lycée et qui ont des bandes. Ouais. Et tu sais, le soir, ils sortent, ils font ça dit quoi ? Et ils se retrouvent. Ouais. Et moi, j'ai pas du tout ça. Mais c'est incroyable, ça. Ouais. Moi, j'ai juste une pote que j'ai rencontrée. Ça, c'est très drôle. En gros, quand j'ai déménagé aux États-Unis, j'avais 6 ans. Je suis allée dans une école franco-américaine. T'étais aux États-Unis ? En Californie, à San Diego. J'en mets. Très bien. Franchement, très sympa. J'ai fait ma primaire là-bas. Et en fait, il y a une fille
si elle m'écoute, Jade, qui est venue aux États-Unis et qui vient de Paris aussi. On s'est rencontrés, elle était dans la classe de mon grand frère, dans la même école que moi, donc elle avait 2 ans de plus que moi, vu que je sautais une classe, bref, on s'en fout. Et en fait, je suis rentrée en France, elle est rentrée en France quelques mois plus tard, et on est restées copines. Donc ça fait quand même 7-8 ans que je suis amie avec elle, donc c'est pas mal. Mais voilà, t'as quand même une amitié. Ouais, ok. Mais on n'était pas vraiment dans la même classe, donc je sais pas si ça compte. Mais il y a aussi des gens qui ont des... Bah si, c'était quand même ton école, parce qu'il y a aussi des gens qui ont plein de potes, mais qui n'ont pas d'amitié proche. Oui, c'est tout le truc du groupe, quoi. C'est les histoires de bande, parfois, tu vois, t'as des gens, tu fais partie d'une bande, et en fait... tu vas te retrouver au café ou au bar ou que sais-je avec juste une personne parce que vous êtes arrivé en avance et en fait t'as rien à dire à la personne. Ouf. Ça arrive des fois. Ça c'est trop commun. Jean-Victor, t'as des amis toi des potes d'école encore? J'ai un ami du collège que j'ai revu d'ailleurs récemment, mais on s'était un peu perdu de vue, mais c'est vrai que mes vrais amis je les ai rencontrés après à la fac de médecine pour le coup, et ensuite en psychiatrie. Bah il y a ce truc là aussi, et ça, alors je fais pas l'ancienne parce que c'est très chiant dit comme ça, mais là tu vas le voir avec les années, c'est qu'en fait quand tu es au collège et au lycée, tu es un peu obligé de fréquenter les gens de ta classe, tu as un peu le choix qu'entre eux. Alors qu'en fait, quand tu commences à être vraiment dans la vingtaine, en fait, tu commences à voir qui tu es et du coup, à beaucoup plus affiner qui tu es et en fait, à pouvoir être pote avec des gens parce qu'ils te ressemblent et parce que tu en as envie et pas juste parce que tu es obligé parce que tu es à l'école avec eux. Et en fait, ça va être trop bien. Bah, c'est ce qui s'est passé pour moi. Enfin, même depuis collège-lycée, plutôt lycée, mes potes proches, c'était que des gens en dehors de l'école. Hein. Et tu les rencontres comment du coup? Parce que ça, je pense qu'il y a plein d'auditeurs, justement, c'était une de mes questions. Comment est-ce que quand les gens ne nous conviennent pas à l'école, on peut sociabiliser ailleurs, que ce soit dans l'entourage des parents, tu vois, avec les enfants de potes, les activités extrascolaires, les centres aérés, les colos, tout ça. Comment toi, tu t'es fait des potes? Alors, moi, avec les réseaux déjà. Bien sûr. Les réseaux, ça a aidé. Enfin, j'avais mon ancienne meilleure amie que j'avais rencontrée grâce au réseau. Et une vraie bonne relation. Bon, c'est plus le cas, mais c'est pas grave. Et il y avait ça. Sinon, je faisais de la gymnastique pendant 7 ans. Là-bas, j'ai rencontré des amis. Je suis plus pote avec eux, mais sur le moment, j'étais pote avec eux. Les colos et tout, l'été, tout ça, même pendant les vacances. En vrai, on peut créer des liens facilement. Et après, tu rencontres une ou un pote, tu rencontres ses amis à lui. Après, vous faites peut-être pas une bande, mais après, tu commences à rencontrer de plus en plus de monde et tout. Et c'est comme ça que tu fais les rencontres. Quand tu sors, bien sûr. Je sais pas, tu vas en soirée, des trucs comme ça, tu rencontres les gens. Faut oser. Mais avec les réseaux, ça facilite quand même les choses. Hein. J'ai plein de personnes proches ou en tout cas de fréquentation que j'ai pu avoir dans le passé que j'ai rencontrées grâce au réseau. Et t'as pas eu l'effet, parce que ça c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué quand j'ai commencé à avoir des abonnés, les gens avec qui t'étais justement à l'école, qui ne te calculaient pas et que potentiellement tu ne calculais pas non plus, qui soudain voient ta tête sur les réseaux, qui explosent et qui d'un coup sont super potes avec toi, le racontent. Non mais ça t'imagines même pas. Attends, au collège, moi au collège, faut savoir que 4e, 3e, surtout 4e, 3e, j'étais harcelée. Okay. Il s'est passé des choses vraiment pas faciles pour moi. J'ai subi du revenge porn et tout. Enfin, j'étais vraiment pas bien dans cette école. Tout le monde était contre moi et tout. Et à ce moment-là, j'avais 10 000 abonnés sur TikTok. Bon, on se foutait un peu de ma gueule, justement, parce que t'es gênante à faire tes vidéos et bien tout. Sûr. Aujourd'hui, quand je te dis que les 3/4, vraiment, m'ont renvoyé un message. « Ah, bah tiens, coucou Miel, comment tu vas ? Ouais, t'as changé depuis, c'est cool. Ouais, t'es chaud, on va se faire un café. » C'est des gros gratteurs. Hein. Là, pour beaucoup, oui. C'est des très gros gratteurs. Et je déteste ça. Donc voilà. Ils profitent quand t'es connu, quand t'es truc. Classique. Ça m'étonne pas du tout ce que tu racontes. C'est vraiment le récit commun de toutes les personnes qui ont pris la vraiment. Il y a beaucoup d'artistes qui me disent qu'il y a des gens qui ont vraiment été maltraités à l'école et tout, qui maintenant, j'aimerais bien, t'as des places pour tel concert, tu passes dans ma ville. C'est toujours comme ça. Tu vas sur Insta, tu vois, suivre en retour. C'est douteux. Alors qu'il y a 4 ans, tu me faisais la misère. Voilà. Milena, toi, tu fais référence à plein de visages qui peuplent tes souvenirs d'enfance dans le titre « Au début de ma vie », qui est aussi un des 4 titres de ton EP « La Cité du Souvenir ». Est-ce que tu peux nous en parler ? Des visages. Ouais, tu cites des gens dans ce titre. Ah oui. Et je trouvais ça intéressant sur la construction du souvenir, comment justement tu as des trucs furtifs, des fois même des gens que tu as croisés une fois qui t'ont marqué. Ouais. Oui, trop. En fait, cette chanson, je l'ai écrite vraiment en un jour pendant le confinement. J'avais regardé un film qui s'appelle Les Yeux Noirs de Nikita Mikhalkov, un russe. Et il y a, comment il s'appelle, Mastroianni dedans. Et il y a une scène où donc c'est Mastroianni qui est assez vieux, qui a une table en train de boire de la vodka et tout.
Et son ami lui dit, tu te souviendras de quoi c'est quoi le souvenir que tu garderas de ta vie? Et ils font en larmes et il dit, moi, sur les genoux de ma mère. Et c'est Mastroianni à genre 70 ans et c'est une scène qui est trop belle. Et du coup, ça m'a donné envie de retracer genre ma vie et de me dire c'est quoi les toutes petites choses dont je me souviendrai. Et donc, le moment où j'ai eu mes règles, où c'est mon père qui a vu que j'avais mes règles, des petits détails, genre. Et voilà, c'était ça la construction du morceau. Voilà. Célesé, toi, c'est quoi les souvenirs d'enfance ou d'adolescente que tu as qui sont marquants comme ça et qui construisent, tu vois, ton imaginaire et qui tu es? Enfin, ceux que tu as envie de raconter. Hein. Encore une fois, c'est lié au football, hein, parce que j'ai passé toute ma vie, j'ai 27 ans, 25 ans, 23 ans de ma vie, c'est le foot. Donc, je dirais que c'est le football, parce qu'en fait, indirectement, quand tu es dans une structure professionnelle déjà très très jeune, on t'inculque des bases aussi très strictes. Tu apprends le respect, ils t'apprennent plein de choses. Et je dirais que le football, vraiment, il y a une phrase que j'ai dit, le football a joué le rôle du paternel dans ma vie, parce que j'ai des éducateurs, j'ai même un proviseur, Monsieur Durand, qui était très, très, très derrière moi, et il avait ce rôle justement paternel pour moi. Julien Legrand aussi, qui bosse encore actuellement à l'Olympique Lyonnais, chez les filles. Ils ont eu ce rôle en fait que j'avais pas vraiment connu, donc je dirais que c'est vraiment cet aspect-là footballistique qui a fait la femme que je suis à l'heure d'aujourd'hui, et mes souvenirs les plus marquants, c'est lié au football. Et tu te souviens mieux des victoires ou des défaites? C'est quoi qui marque le plus? Les victoires. Et c'est un sport où tout peut se passer. Vraiment, ce sport, il t'aide vraiment, il peut vraiment t'aider à évoluer en tant que personne. Il t'apprend énormément de choses qu'il ne faut jamais lâcher, il faut t'accrocher. Un match, c'est 90 minutes, tout peut se passer, il peut y avoir des rebondissements. T'as été un peu moins bien la première mi-temps, t'as une deuxième mi-temps. Et puis, il y a trop de trucs, il y a trop de ce sport. Mais c'est vrai que comme sport, c'est vecteur des sports, parce que par exemple, j'en sais rien, moi, imaginons sur une course à pied, genre un marathon, quelqu'un qui est en train de se faire doubler, de se faire défoncer, tu sais que dans la deuxième moitié, il va pas pouvoir rattraper le premier, machin, alors qu'en foot... Enfin, tu peux avoir des surprises jusqu'à la dernière seconde. C'est ça. Je me rappelle d'un match qui m'avait énormément marqué. Bon, après, peut-être que personne n'aura la ref parce qu'il n'y a pas de Belge ici. Mais c'était Belgique-Japon en 2018. C'était les quarts de finale, je crois. Ouais, c'était les quarts. Et en fait, la Belgique, quand la deuxième mi-temps arrive, ils prennent un but à la première mi-temps et ils prennent 2 buts après... le début de la deuxième, et c'est la catastrophe absolue. Et en fait, il y a une espèce de remontada et bim, quoi. Il y a un match là, de l'Olympique Lyonnais aussi. Bon, je ne l'ai pas regardé, mais qui a beaucoup fait parler, parce que justement, ils perdaient, je crois, 2 ou 3-0, puis ils ont fini par gagner à la fin 4-3. Et franchement, c'est un sport que je trouve très... Tu travailles sur l'aspect psychologique, mental. C'est très mental. Les personnes vont te dire oui, t'es payé à courir derrière un ballon, mais je peux vous assurer que tous les joueurs que vous voyez à la télé, il faut les respecter, parce que mentalement, c'est dur. C'est très très dur le football. T'es loin de ta famille. Regardez, on finit en mai, t'as 1 mois de vacances, tu reprends directement reprise en juillet, t'as pas de vacances. C'est constant et c'est sur plusieurs années. La concurrence, tu joues pas, c'est dur. Franchement, c'est très dur. Jean-Victor, tu t'es déjà intéressé, toi, justement, à ces rapprochements possibles sport and psy, si je peux me permettre cette sport petite... and psy. Alors là, je dois confesser que c'est vrai que pour le coup, je n'étais pas très sportif, je ne suis pas très impliqué dans le sport, même si beaucoup de sportifs ont commencé à prendre la parole sur le sujet. Ouais. Et j'ai eu une sorte d'épiphanie, je crois, comme toi, pendant les JO, parce que c'était vraiment un temps qui était... très fort, et surtout ce que j'en retiens, c'était que c'était très inclusif, là où je m'étais jamais trop senti à l'aise dans des rassemblements sportifs, parce qu'il y avait toujours un côté quand même très un peu violent, très viriliste, voire raciste. Enfin franchement, un stade avec tout le monde qui crie,
casse-toi le singe et tout. Enfin, franchement, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut bien aimer? Enfin, bon, ok, mais bon, comment se sentir bien dans un truc comme ça? Et là, pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une ambiance et que c'était un temps où tout était fait pour que tout le monde se sente à l'aise. Et c'est vrai que j'ai un peu mieux compris ce délire de ouais, le sport, on est tous ensemble, c'est des belles valeurs et tout. Donc c'est un peu tard, mais franchement, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. On va s'écouter un titre que tu as choisi parce que tu as dit que c'était celui qui te rappelait ta période scolaire. C'est un titre de Pink qui s'appelle Don't Let Get Me. T'étais en quelle classe à ce moment-là? J'étais au collège, je crois. J'étais en 4e ou 3e. C'est vraiment un album que j'ai écouté en boucle, vraiment pendant très longtemps. Et nous reprenons cette discussion sur l'école dans Tunnel ce soir avec Miel Abitbol, Milena Leblanc, Jean-Victor Blanc et Célezé. On discutait juste avant de ce rapport à l'autre, de ce rapport aussi au souvenir de l'école. Et si c'était à refaire votre scolarité ou votre début de scolarité, peu importe, avec votre maturité actuelle, vous changeriez quoi? Moi, je pense la comparaison, enfin, comment je me comparais aux autres, surtout aux filles. Aujourd'hui, sans vouloir être méchante, mais les filles auxquelles je me comparais maladivement, elles sont super et tout, mais c'est pas... Voilà, en fait, maintenant, quand je les vois, par exemple, sur Facebook, je me rends compte que je me faisais une montagne je les idéalisais et tout, et ce serait vraiment ça, moi, la comparaison aux autres, le dénigrement de soi, d'avoir l'impression d'être nul, alors que, comme tu disais tout à l'heure par rapport à la catégorie bolos, quand je revois des photos de moi, du style que j'avais, en vrai c'était trop drôle, genre j'avais que des trucs Hello Kitty, genre en 5e, et c'est pour ça que j'étais catégorisée bolos, mais en fait c'est ça qui est stylé. Tu devais être trop contente. J'avais des énormes colliers cupcake et tout, en mode Katy Perry un peu. Ouais, mais ouais. Et je me disais justement, toutes ces histoires de bolos, etc., ça me fait me tourner vers toi, Jean-Victor, avec une question dont je connais sûrement déjà la réponse, mais j'en ai à ton éclairage. Quels sont les principaux traumas relatifs à l'école que te rapportent les gens? Parce que j'imagine que parfois, en creusant avec quelqu'un, pourquoi tu penses comme ça, pourquoi on doit quand même en revenir souvent à cette période. Qu'est-ce qui se dit? C'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup, et notamment chez des adultes. Moi, je m'occupe d'adultes, donc voilà, il n'y a pas de limite d'âge, mais je veux dire, parfois c'est étonnant de voir des jeunes hommes ou des femmes de 30, 40, 50 ans qui reviennent et qui sont encore très marqués par leur expérience scolaire. C'est vrai que maintenant, ça devient une question un peu systématique. En tout cas, moi, je me force à la poser systématiquement de comment s'est passée l'école et est-ce qu'il y avait du harcèlement. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir à quel point, c'est pour ça que je suis ravi de participer à cette émission et que c'est un sujet pour moi qui est important. C'est étonnant de voir à quel point des adultes qui pourtant ont traversé par la suite d'autres choses, qui se sont construits, qui ont des postes, qui ont réussi leur carrière, qui ont réussi leur vie de famille et qui restent encore très marqués par cette période-là, et que parfois rien que l'évoquer, ça les fait régresser dans quelque chose d'extrêmement vulnérable, ou à l'inverse, ils se construisent une personnalité, un caractère un peu à rebours de ce qu'ils étaient enfants. C'est vrai que notamment je pense aux hommes qui étaient efféminés enfants et qui du coup vont surjouer une virilité, et très souvent dès qu'on aborde la question de l'adolescence, il y a une espèce il y a très souvent du harcèlement pour le coup, et un espèce de pacte qu'ils font avec eux-mêmes, de se dire voilà, je vais essayer de surperformer. Alors évidemment ils l'énoncent pas aussi clairement, mais c'est ce que ça veut dire. Voilà, j'étais un garçon trop sensible, trop émotionnel, donc je me suis dit je vais plus jamais parler de mes émotions, et en fait ils se construisent comme ça, et 20 ans, 30 ans plus tard, on voit bien que ça marche pas, parce qu'en fait ils ont complètement essayé d'annihiler cette partie de leur personnalité, et donc c'est pour ça que c'est souvent des éléments qui vont être très marquants et qui continuent finalement de quelque part construire la personnalité. Et plutôt, évidemment, s'ils viennent me voir, c'est souvent qu'ils ont une souffrance psychique, donc ça peut être une addiction, ça peut être de la dépression, ça peut être un trouble anxieux, alors ça peut être un ensemble de pathologies, mais qui viennent vraiment de ce moment-là. Après, ce qui serait le plus directement lié au harcèlement, ça peut être aussi ce qu'on va appeler un syndrome de stress post-traumatique, même si
pour le coup, c'est quand même rare que ce soit, on va dire, encore exactement le trauma ou un jour de trauma qui vienne effracter encore 30 ans plus tard, quoi. Mais ça va être plutôt sur la manière dont on se construit, parce qu'en fait, on construit et on termine de construire notre personnalité à l'adolescence. Et c'est pour ça que c'est une période dans laquelle on est particulièrement vulnérable. Mais il y a aussi, j'avais vu une étude, alors j'ai plus les chiffres exacts du tout, mais je crois, il faudra vérifier, franchement je me souviens pas exactement des chiffres, mais je crois que c'était aux alentours de 30% des adultes qui ont des troubles mentaux, en fait ils étaient détectables dès leurs 14 ans. Parce qu'en gros, ils se sont installés quand ils avaient 14 ans, sauf qu'ils n'ont jamais reçu d'aide ou quoi que ce soit. Et du coup, le mal-être ou le trouble s'est installé et ils n'ont pas pu le régler. Donc voilà, ça c'est compliqué parce qu'aussi quand tu es jeune, surtout ceux pour qui c'était vers 14 ans, enfin ceux qui sont un peu plus vieux, c'était un moins normal, c'était plus tabou, la santé mentale, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même... on en parle assez ouvertement. Et ouais, en fait, ils n'avaient pas eu les soins dont ils avaient besoin au moment où ils en avaient besoin. Et au final, je pense que ça crée des situations très compliquées. Toi, en tant que psychiatre, tu dois bien le voir. La plupart des troubles psychiques, que ce soit la dépression, le trouble bipolaire, la schizophrénie, les addictions, commencent avant l'âge de 20 ans. Donc, il y a des premiers symptômes. Alors, avec parfois, c'est ce qui se passe à l'adolescence qui va déclencher le trouble. Mais pour un certain nombre de troubles, c'est aussi en fait que c'est des pathologies qui commencent plutôt jeunes. Donc, effectivement, c'est vrai, d'où l'intérêt aussi de être vigilant et que aussi il y a une formation à ce niveau-là de détecter les premiers signes, voire les signes au global, parce que encore une fois, si on parle autant et heureusement aujourd'hui de santé mentale à l'adolescence, c'est parce qu'en fait c'est des pathologies qui concernent évidemment les jeunes, quoi. Ouais, bien sûr. Et même nous, ce qu'on est en train de faire avec Link, avec le projet de santé mentale, c'est qu'on fait justement toutes ces vidéos de sensibilisation par rapport à divers troubles, tout ce qui touche en fait à la santé mentale, donc que ce soit le harcèlement, que ce soit si mon enfant se scarifie, qu'est-ce que je fais au niveau des adultes, en tout cas des parents, si mon enfant se scarifie, qu'est-ce que je fais, si mon enfant arrête de manger, qu'est-ce que je fais. En fait, c'est toutes ces actions et tous ces signes que les adultes en général ne voient pas et ou préfèrent fermer les yeux, alors qu'au final, faut aider son jeune quand il va pas bien, faut être vigilant parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui vont mal aujourd'hui. Milena, maintenant qu'on parle beaucoup plus justement de ces sujets, que la parole est ouverte, est-ce que tu penses que c'est plus simple d'être écolier de nos jours ? Je pense pas, parce que déjà, pour moi c'est le système, je suis peut-être idéaliste, mais c'est tout le système qui est à revoir. C'est pas, pour moi c'est pas humain de mettre 30 élèves dans une classe assis, contraints physiquement. C'est genre une espèce de captivité qui est absurde, je trouve. Et même pour les profs, que je les trouve, ils sont autant victimes. Ils arrivent tous les jours, ils doivent faire cours devant des gens qui n'ont pas envie d'être là. Qui n'ont pas le droit d'aller aux toilettes aussi, ça c'est fou. Qui peuvent pas bailler. Ah ouais. Ouais. Mais c'est ça, bailler. Les gens n'avaient pas le droit d'aller aux toilettes, non. Moi, on m'empêchait parce que en fait, j'y allais trop pour sécher les cours. Aux toilettes. Mais ceux qui ont besoin, c'est chaud de ouf. Ouais. C'est Moi, horrible. j'ai déjà vu des gens du coup se faire dessus en classe. C'était plus au primaire parce qu'on ne les avait pas laissés aller aux toilettes. Ah oui, il y a des anecdotes comme ça, c'est vrai. J'ai vu ça plusieurs fois. Je sais pas si c'est déjà arrivé horrible aussi de voir ça, quoi. Non, mais en plus, je suis pas sûre. La parole sur la santé mentale, etc. Se libère. Mais il y a aussi un côté un peu boomer des gens qui supportent pas justement cette veine-là de maladie mentale ou de TDAH, etc. Et il y a quand même, j'espère en tout cas que la plupart des profs se mettent à jour sur ça et ont pas trop de réserve, mais il y a quand même, j'ai l'impression, beaucoup de personnes de l'ancienne génération, comme tu dis, qui peut un peu être perdu justement dans tous ces jargons-là, dans le fait de libérer la parole sur la santé mentale, et qui peuvent un peu, en gros, nous dire qu'on se victimise, tu vois. Tout ce côté un peu allez, tu prends sur toi. Il y a quand même beaucoup ça, il me semble encore. Après, je suis plus à l'école, tu vois. Vu que les adultes, en fait, ils ont grandi dans une génération... les adultes, je pense les personnes de plus de
30 ans au moins, je pense à peu près. Ils ont grandi dans une génération où en fait tu parlais pas de tes problèmes. Où en fait, si tu avais un mal-être, après il y avait beaucoup de gens qui avaient des mal-être mais juste personne n'était au courant. Mais donc ceux qui n'étaient pas encore dans un mal-être profond, ils prenaient sur eux, parce que sinon c'était un peu la honte et tout. C'était pas comme ça là. Avant tu t'en parlais pas parce que c'est juste tu n'en parlais pas, c'était comme ça. Et donc aujourd'hui ils reproduisent le même schéma qu'avec lequel eux ils ont grandi. Sauf qu'aujourd'hui notre génération, enfin en tout cas ma génération alpha, change. On veut plus vivre comme ça, on veut parler, on veut pouvoir ouvrir la parole, lever les tabous sur tous ces sujets. Et sauf qu'il y en a beaucoup des adultes qui ne sont pas encore mis à la page de ce changement qui est quand même immense, qu'on lève tabou sur autant de choses d'un coup. Oui, après je pense que c'est normal que ça prenne du temps. Rien que je vois mes grands-parents, leur rapport au travail, etc. Quand ils m'ont raconté leur vie d'ouvrier, je comprends aujourd'hui quand moi je leur dis que je suis fatiguée ou quoi, que c'est compliqué à entendre pour eux qui ont vécu une vie entière dans les usines et tout. Tu vois, je pense que c'est pour ça que c'est compliqué, mais bon. C'est sûr, mais après, en même temps, on est comme ça, donc... Ce qu'on sait aussi, et là pour le coup, c'est des études qui le montrent, c'est que si on vient à la question du harcèlement, aujourd'hui c'est pire qu'avant pour le coup, puisque il y a le cyberharcèlement qui vient en fait prolonger le harcèlement à une époque où avant, et notamment c'est vrai que moi j'ai grandi, on commençait à avoir les téléphones portables, en tout cas il n'y avait pas Facebook, etc. Il y avait Snake sur le téléphone. Il y avait Snake, exactement, donc ça allait pas très loin. Il y avait les textos qu'on envoyait à Love Story, et encore ça c'était la fin. Le WAP. Ouais, le WAP, c'est ça. Le mystérieux WAP. On n'a jamais su à quoi il servait. Internet, mais c'est ça. Ça me dit un c'était pas tactile, il n'y avait pas de souris, donc en fait tu faisais défiler en... C'était un genre de Minitel. Sympa. Clairement. Je suis bien avec mon téléphone. Ah ouais, non, c'était notre ambiance. C'est clair. Et pour le coup, c'est vrai que le harcèlement s'arrêtait à la fin du temps scolaire. Il se passait rien le week-end parce que globalement, les élèves étaient chacun les uns les autres, et globalement, il y avait quand même ce facteur protecteur. Or, aujourd'hui, avec le cyberharcèlement, on sait qu'il y a plus de conséquences, puisque pour le coup, ça ne s'arrête jamais, voire ça s'intensifie en ligne, le week-end, les vacances, etc. Ouais, ça s'arrête jamais. En fait, le harcèlement scolaire, c'est plus à la limite de la porte, c'est de l'école en tout cas. C'est tu rentres chez toi, tu rentres du collège, du lycée par exemple. Ils vont continuer à t'envoyer des messages, à se moquer de toi sur les réseaux. Vous savez qu'il y a un collégien sur 5 qui a été victime de cyberviolence. On se rend pas compte, mais c'est énorme. Les réseaux aujourd'hui, en fait, ils sont tellement mal utilisés que ça détruit complètement des jeunes. Il y en a, ils se rendent pas compte de l'impact que leurs gestes et leurs actions peuvent avoir sur certains. Et parce qu'en fait, on leur a jamais appris à utiliser les réseaux. Quand tu télécharges les réseaux, déjà, t'as très souvent moins de 13 ans aujourd'hui. On avait fait un sondage, nous, sur 13 000 réponses, il y en avait plus de 80% qui avaient installé les réseaux avant 13 ans. Et en fait, quand tu installes ça, du coup, déjà, tes parents, ils savent pas. Donc, en fait, tu navigues tout seul, tu découvres tout seul, bien comme sûr. Ça, à 12-13 ans. Donc, toi, t'es influençable, tu comprends rien. Tu connais pas, en tout cas. Donc, t'es naïf, t'es influençable, logiquement. Et c'est pour ça, nous, d'ailleurs, dans la Fondation Link, on veut mettre à disposition un programme de cours sur l'usage des réseaux pour éviter tous ces problèmes... ça évitera pas tout, évidemment, mais peut-être pour essayer de réduire un peu tout ça de cyberviolence, cyberharcèlement et tout, parce qu'aujourd'hui, c'est destructeur et il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est le toi, quand tu entends tous ces chiffres, après être du coup passé entre les mailles du filet, tu disais que c'est pas trop des choses que tu as observées. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis en entendant tous ces trucs ? Je prends conscience parce que c'est vrai que maintenant, le harcèlement, c'est quelque chose on en entend beaucoup plus parler. Pourquoi ? Parce qu'il y a les médias. Donc les parents, maintenant, ils ont une chance de pouvoir s'exprimer, que ce soit sur les réseaux sociaux, que la vidéo, elle fasse énormément de vues, que ça se partage, etc. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de sécurité, comme tu le disais. C'est trop facile de créer un fake. À l'heure d'aujourd'hui, s'ils veulent mettre des moyens pour avoir des restrictions pour créer des comptes fake, ils peuvent le faire. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, que ce soit Instagram ou même que tu tailles sur une application de banque, etc., on te demande de filmer ta tête à droite, à gauche. Ils demandent la pièce d'identité, pas pris en photo, mais que tu la mettes directement, que ce soit même sur les limes et tout maintenant par rapport aux sécurités. Je pense que
c'est un peu comme un business. C'est malheureux, mais c'est une réalité. C'est quelque chose qui, pour eux, les comptes, ils se créent. Donc, leur plateforme, entre guillemets, elle marche. Mais c'est vrai qu'avec les taux d'harcèlement qu'il y a, qu'on entend, il y a même des enfants qui se tuent. C'est quelque chose, normalement, qui devrait être beaucoup plus surveillé, déjà, et puni. Je suis désolée, mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout est lié, en fait, que ce soit même la justice française, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'incohérences. Et les personnes qui font du mal, elles ne sont pas punies. Donc, ou alors, elles le sont, mais très légèrement. Donc, c'est compliqué, en fait, de se dire cette personne-là a compris, ou alors... Elle va se dire, bon, je vais prendre ça, et puis c'est pas grave si je veux recommencer. En fait, la tentation est trop forte, parce qu'il n'y a pas d'impunité. Il n'y a pas d'effet dissuasif. Puis en plus, le harcèlement, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est qu'il y a des effets de groupe qui sont assez forts. Exactement. Donc il y a le principe qu'on appelle de dilution de responsabilité, où les gens se disent, ouais, mais en fait, je vais pas trop prendre cher, puisqu'en fait, on est tant, donc du coup, exactement. Ça complique énormément. Oui, et puis ils se protègent, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais ouais. Miel, on va écouter une musique dont donc je vous ai demandé avant l'émission quelle était une musique qui vous inspirait votre scolarité. Toi, tu as choisi Monsieur Madame de Loïc Noté. Pourquoi tu as choisi ce titre ? Alors, c'est déjà parce qu'il y en a que je pouvais pas mettre de musique parce que c'était vraiment un peu trop chaud comme musique. Du coup, elle était un peu plus soft, elle est un peu triste. Ok, mais elle est un peu triste, mais c'est une musique qui résume pas exactement ce que moi j'ai pu ressentir pendant quelques années, mais qui montre un peu les idées que j'ai pu avoir, les ressentis que j'ai pu avoir. Et c'est une musique très forte. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se tatouent le titre Monsieur, Madame sur leur corps, parce que c'est une musique qui marque, en fait, je trouve, avec des paroles qui ont beaucoup de sens. Quel était le métier que vous vouliez exercer lorsque vous étiez à l'école ? C'est le Z, je pense que j'ai ma petite idée. Foot. Est-ce que tu avais un plan B ? Non. Tu savais que ça allait marcher ? Ça n'a pas totalement marché, hein, mais je suis pas là où j'aurais voulu être. Mais oui, j'avais pas d'autres options. Ouais, c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Mais il y a plein de gens comme ça qui exercent le métier dont ils savent. Ou sinon, coach de foot. Mais on reste on reste dans l'ambiance. Jean-Victor, toi, tu avais un métier de rêve ? J'étais pas certain, enfin j'ai beaucoup hésité avant de faire médecine et je savais pas que j'allais autant aimer la psychiatrie, mais c'est vrai que c'est marrant parce que et quand je vous écoutais tout à l'heure sur aussi la sublimation de comment artistiquement tu te réalises, plus ça va et plus j'ai l'impression de comprendre pourquoi finalement j'ai fait psychiatre. Le fait que le sujet du harcèlement me touche particulièrement et que ça rentre en écho avec beaucoup de ce que peuvent vivre certains de mes patients, évidemment ça a une résonance avec ce que j'ai pu vivre aussi, et je trouve que c'est un métier qui est vraiment extraordinaire, qui est à la fois très scientifique et en même temps très humain, et qui est quand même assez beau parce que c'est un métier dans lequel on essaye d'aider les gens à aller mieux, dans certains cas de les aider à se réparer, de les aider à se libérer de choses pas forcément sympathiques qu'ils ont vécues, et c'est vrai que c'est un plaisir de faire ce métier tous les jours, quoi. L'objectif, même si évidemment comme tout métier il y a des moments dans lesquels ça marche très bien et d'autres beaucoup moins bien, au moins l'idée, l'intention, je trouve qu'elle est vraiment trop belle, quoi. Milena, je te pose pas la question parce qu'on a eu une petite piste avec les matières que tu préférais à l'école, qui étaient l'art plastique et la musique. J'imagine que tu avais déjà une volonté quand même de devenir artiste à l'école. Ouais, assez vite. Et je voulais être réalisatrice. Ça a commencé par... je m'ennuyais un peu chez moi à une époque où je voulais plus trop sortir et tout. Et en fait, je regardais plein de vidéos YouTube genre de famille, par exemple, des trucs avec 2 vues, quoi. Et en fait, je regardais des trucs et en fait, j'ai commencé à faire des montages avec ça et à faire des clips, genre pour des potes à moi qui avaient commencé la musique et tout. Et voilà, c'était les premiers moments où je sentais que je pouvais vraiment me laisser absorber dans un truc qui me passionnait. Et je voyais plus le temps passer et tout, et voilà, je voulais être réalisatrice. Je ne le suis pas. Enfin, je réalise des clips aujourd'hui. Oui, mais t'arrives à mêler quand même toutes tes activités. Enfin, t'as réalisé le clip de ton titre Georges. Ouais, Georges. J'ai aussi A Song About an Actor qu'on a vu, enfin qu'on a écouté tout à l'heure. T'es quand même réalisatrice un petit peu. Oui, un petit peu.
J'aimerais qu'on discute, et là je pense que Miel, tu vas être la plus qualifiée pour nous en parler, de la question des différences entre l'école française et l'école à l'étranger. Alors, Ou les écoles étrangères en France. il y a beaucoup de différences. Après, moi, j'ai fait qu'une école aux États-Unis. Donc, 2 écoles aux États-Unis, en fait. Et c'est très, très, très différent. Déjà, niveau heures scolaires, les heures par semaine. Il faut savoir que dans les collèges français, en général, ils commencent entre 8 et 9 heures et ils terminent entre 16h30 et 17h. Ce qui est quand même assez tard pour des 6e, par exemple. Dans les lycées, ils commencent à 8 heures à peu près et finissent autour de 17h ou 18h. Okay. C'est fou. C'est quand même très, très tard. Et par contre, j'ai quand même cherché un peu mes stats. Dans les collèges américains, en moyenne, ils vont commencer leur journée vers 8h, mais finir entre 14h30 et 15h30. Moi, quand j'étais aux États-Unis, je commençais certes à 7h30, ouais, c'est ça, mais je finissais à 14h10. Et en fait, ça me laissait toute ma journée pour faire des activités extrascolaires, etc. Et même, du coup, au lycée, ils vont commencer pareil vers 7h30, 8h et finir entre 14h30 et 15h30. C'est complètement différent. Là-bas, ils ont plus une approche que c'est important l'école, mais il y a d'autres choses qui sont importantes. Il n'y a pas que l'école dans la vie d'un adolescent ou d'une adolescente. Là-bas, ils font beaucoup de sport, énormément de sport. Moi, je faisais par semaine dans mon collège 4 heures de sport par semaine, 1 heure tous les jours, quasiment. Et parce que c'est très important, là-bas c'est les États-Unis, tout ce qui est rugby, baseball, tout ça, c'est la culture un peu. Comparé en France, waouh, les cours ça fait mal au cœur. T'as un jeune, il se lève, ok, il doit se lever vers 7h, 8h on va dire. Il y en a beaucoup qui font beaucoup de transport, donc que ce soit entre 30 et 1 heure de transport en général je pense. Ils font du 8h, 18h pour les lycéens, avec 1h30 de pause le midi. Après ils rentrent, ils se retapent leur transport. Et après, en plus, en prime, ils doivent bosser parce qu'ils ont des devoirs, des trucs comme ça. Les adultes, on leur dit, faites attention, c'est 35 heures maximum de travail par semaine. Ne faites pas plus parce qu'il faut... Ça risque de changer, mais... Oui, mais bon, en général, dans de base. Bien sûr. Dans l'idée, c'est on ça. impose plus à des élèves, bien sûr. Alors que les adolescents, en plus, ils ont besoin de beaucoup plus d'heures de sommeil qu'un adulte. Je ne sais plus exactement combien, 9 c'est 9 heures, je crois, pour les ados. Mais est-ce que dans ces écoles, justement, britanniques, est-ce qu'il y avait des devoirs le week-end et les vacances ? Parce qu'il y a aussi ça, mais je ne sais pas si vous vous rappelez... moi, je sais que pendant ma scolarité, vu que j'ai toujours été, et j'ai continué d'ailleurs même à l'âge adulte, à procrastiner, j'avais toujours cette épée de Damoclès qui, en fait, me gâchait les vacances parce que je savais que le dernier dimanche, j'allais me retrouver comme une conne... à faire mes devoirs à l'arrache. Est-ce qu'il y a aussi ce truc de pendant les zones de réel repos que sont censés être les week-ends ou les vacances, est-ce qu'il y a aussi des grosses sommes de devoirs ? Alors franchement aux États-Unis il y a des devoirs, mais de ce que je me rappelle, après j'étais quand même en primaire et collège, mais mes frères ils étaient, quand on était là-bas il y en a qui ont fait le lycée, ce que je sache c'était pas des devoirs énormes. Honnêtement sur les devoirs je crois qu'ils étaient quand même assez cool, pas comme en France, c'était vraiment, la dose était complètement différente pour beaucoup d'écoles. Après évidemment ça dépend, il y a les écoles privées et tout ça, mais en général non, c'était beaucoup plus détendu parce que ils prioritisent vachement plus en fait le bien-être, que ce soit bien-être physique, bien-être mental, je pense là-bas, qu'en France, où en France, c'est tu dois travailler autant d'heures, tu dois avoir au moins 16-17 de moyenne, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois avoir ton bac mention très bien, tu vois. C'est beaucoup de pression, je trouve, en France, comparé à là-bas. Et en fait, au final, est-ce que les étudiants français réussissent mieux que les étudiants américains aux États-Unis, par exemple, qui ont beaucoup moins de cours là-bas ? Non, c'est tout le monde réussit. Et je trouve que le système d'éducation en France serait vraiment à revoir. Une différence aussi, moi je le voyais depuis la Belgique, avec l'œil de nos voisins belges qui étaient extrêmement choqués de ça. En France, il y a quand même un truc, on a encore eu la méga polémique de la rentrée l'an dernier avec la question des abayas. Cette histoire de toujours vouloir contrôler les tenues des filles à l'école. Et ça ne vaut pas que pour les abayas, d'ailleurs, ça peut être aussi les crop tops. Je veux dire, on se retrouve avec des histoires où tu as des directeurs qui viennent justifier le fait que des professeurs, des hommes quand même de 50, 60 ans parfois, soient mal à l'aise du crop top d'une jeune fille. Comment est-ce que vous voyez ça
cette question en France d'autant vouloir contrôler les tenues pas des femmes, en fait, des filles de l'école? Moi, je pense que c'est juste fait de la mauvaise façon, peut-être. Mais c'est comme le milieu du travail. Il y a des secteurs où tu dois avoir des tenues appropriées. Et je dirais pas... Je trouve que le mot contrôler, il est fort quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des tenues qui sont adaptées et d'autres non. Et après, ça dépend aussi de l'âge. Je pense aussi des éducations. Il y a peut-être des profs qui ont reçu une éducation beaucoup plus stricte, entre guillemets, que d'autres. Il y a des parents que ça ne va pas choquer qu'une petite de 13 ans va porter un croc-top. Et d'autres, oui. Je pense que c'est un peu le système. On inculque à des enfants qu'il faut bien travailler à l'école et tu vas réussir ta vie. Mais en général, c'est pas forcément ça. Tu fais du 8h, 17h. En fait, ils te conditionnent à la vie d'après pour travailler. Oui, je pense donc ils te mettent déjà dans une rigueur qui va être exigée plus tard. Exactement. Rentrer dans le système. Milena, qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas totalement d'accord avec ton point de vue. Je pense que c'est vraiment les bases du système patriarcal dans lequel les filles sont mises dès l'école. L'indécence vient d'elles et pas des mecs qui les regardent et qui les sexualisent alors qu'elles ont 12-13 ans. En fait, c'est pas des tenues indécentes, c'est la réaction qui potentiellement va provoquer cette tenue qui est indécente. D'accord. Oui, mais en fait, c'est le truc. Et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Après, vous avez le droit de pas être à 100% d'accord. Je comprends ton point de vue, mais je dirais que, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent même avec les réseaux sociaux. Les petites filles, elles regardent sur les réseaux une femme qui va s'habiller, elle a 25 ans, elle va peut-être mettre un vêtement, et cette petite de 13 ans, elle va vouloir aussi le mettre parce qu'elles prennent ça comme exemple. Et le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, les exemples ne sont pas compatibles avec l'âge de la petite, tu vois. Moi, je vois ça plutôt comme ça. Mais attention, il peut y avoir aussi le regard sur quoi tu prêtes attention, et c'est une réalité. Mais moi, je vois plus la chose comme ça. Peut-être que les petites, elles prennent exemple sur TikTok. Des petites, elles ont 8-9 ans, elles sont déjà maquillées, elles prennent le téléphone, elles font des lives, des trucs. Tu te dis, mais c'est juste parce qu'en fait, elles prennent exemple, elles voient pas le mal dans tout ça, tu vois. Ouais, mais c'est pas d'elles. En fait, limite, je ferais une hot take c'est limite du progrès. Enfin, même moi, ça me choque quand je vois des meufs de 13 ans qui sont comme ça, alors que moi, j'étais... Vous avez des colliers Hello Kitty, on le rappelle. C'était Hello Kitty. Mais tout à coup, en parlant, je me dis, est-ce que c'est pas une progression dans le sens où elles font ce qu'elles veulent. Le problème, encore une fois, ne vient pas d'elles. Le problème vient du camp adverse. C'est un peu le raisonnement, genre, en vrai. Si les femmes voulaient se balader à poil dans la rue, dans n'importe quelle rue, à n'importe quelle heure du jour, ce serait bizarre. On va bien se mettre d'accord, ce serait très étrange. Mais logiquement, s'il n'y a que des gens normaux dans la rue, il ne va rien leur arriver à part qu'on leur dise ouais, par contre, t'es bizarre. Elles ne vont pas se faire agresser. Ouais, bien sûr. Mais en pratique, on sait qu'en fait, si on va à certaines heures, si on se balade dehors, dans certains endroits, si on se balade dehors, dans certaines tenues, si on se balade dehors, on va se faire agresser. Ce qu'en fait n'est pas normal. Et c'est là que je te rejoins. En fait, c'est la faute des gens qui regardent. Et là, de la même façon, effectivement, des petites filles, finalement, enfin des pré-ados, appelons ça comme on veut, mais suivant l'éducation des parents, effectivement, vont mettre telle ou telle tenue. Mais en fait, il ne devrait jamais y avoir aucun regard peut-être qui se pose dessus et qui les sexualise et qui se disent gênés. Parce que, En fait, je trouve que dans les écoles, surtout collège, lycée, c'est pas le fait... Genre, le problème, c'est pas le fait quel vêtement tu as le droit ou pas de mettre. Dans le sens où s'il y a un règlement et que c'est écrit noir sur blanc qu'il n'y a pas le droit au crop top, que la jupe, elle doit être d'une certaine longueur ou quoi que ce soit, que tu n'as pas le droit au talon, peu importe. En fait, tant que c'est dans le règlement, pour moi, moi ça m'a saoulée. J'avais pas le droit au crop top au collège, franchement, ça me saoulait un peu. Mais bon, je faisais avec. Nous, c'était pas à la mode, donc on peut mais moi, ça m'est déjà arrivé qu'une prof me dise Miel, ton haut, ça va pas, c'est pas dans le règlement. Bon, jusque-là, je dis ok,
je comprends, c'est pas dans le règlement, je vais aller me changer. Et là, elle commence à me dire, et tu sais, moi, je serais un garçon assis derrière toi, franchement, je regarderais pas, je regarderais pas le tableau, j'arriverais pas à enlever elle a mes dit yeux ça de en toi. classe devant tout le monde? Non, après, heureusement. Mais mais cette prof était très tendance à faire des remarques comme ça, alors que bon, une femme. Et ah non, mais j'étais choquée. Mais en plus, je me fais convoquer 2 jours après pour rien et tout. Mais c'était fou. Franchement, c'était lunaire. Mais il y a des profs aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est les propos que beaucoup peuvent tenir par rapport aux vêtements. Tu vois, quand on te dit c'est pas dans le règlement, ok. Quand on te dit ça va exciter les garçons, excuse-moi. En fait, je trouve ça fou, et là c'est vraiment à titre personnel, qu'on mette autant d'énergie à empêcher les filles d'être trop habillées ou pas assez habillées pour aller étudier. Alors que, on en parlait en off tout à l'heure, on est encore sur des cas où il y a des élèves qui parfois pendant tout un trimestre ou un semestre n'ont pas cours dans telle ou telle matière qui est importante pour le bac. Où il y a des classes qui sont surchargées avec 35 élèves. Enfin, en fait, il y a des collèges ou des lycées où il n'y a pas de chauffage, où il n'y a pas de clim. Enfin, il y a des choses plus importantes. C'est ça. Et justement, je vais en venir à ma dernière question. Après, on va écouter ton live. C'est Losé. Si vous étiez ministre de l'Éducation, je vais commencer par toi, Jean-Victor, quelle serait la première mesure que vous mettriez en place ? Évidemment, je vais parler pour ma paroisse. Ce serait une éducation à la santé mentale, puisqu'aujourd'hui, elle est complètement absente. On parle assez peu de santé, un peu de santé, on va dire, physique, mais pas du tout de santé mentale. On n'apprend pas ce que c'est que les troubles psychiques, on n'apprend pas comment garder, comment conserver une bonne santé psychique, que ce soit pour les profs comme pour les élèves. Parce qu'au final, les profs, encore une fois, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais se retrouvent démunis parce qu'eux-mêmes ne savent pas de quoi on parle et donc peuvent pas le transmettre à des élèves, peuvent pas repérer chez des élèves. Or, pourtant, dans chaque classe aujourd'hui en France, il y a au moins un ou une, enfin même plusieurs élèves qui sont concernés directement, le seront dans quelques années ou le sont concernés au titre de leurs parents. Donc ça paraîtrait complètement fou que, moi je me rappelle, on nous apprenait comment nous brosser les dents avec des essais de... Ouais, il y avait vraiment... Le cours de brossage de dents, c'était quand même un des meilleurs trucs, avec le geste et tout. Vrai, comme et on avait ça plusieurs fois, c'était vraiment le truc, vraiment l'hygiène bucco-dentaire, c'était vraiment ok, on sait se brosser les dents. Ouais, c'était le topic qui en général était assez apprécié, on aimait bien le maman lavage de dents, la fausse bouche avec les énormes dents. Et en revanche, la dépression complètement oubliée, cachée sous le tapis. Et les troubles alimentaires, on n'en parle pas au collège. Bien sûr. Ça, c'est un phénomène qui touche beaucoup trop de gens. Qui beaucoup, en fait, sont pas du tout sensibilisés à ça. Et pour eux, c'est genre du caprice, des trucs. Mais tu sais que moi, je me disais toujours que ta génération, vu que vous n'avez pas grandi qu'avec des icônes de minceur, voire de maigreur, ça irait mieux. En fait, ça va pas mieux. Parce que nous, moi, du coup, je suis née en 95. Donc, en fait, le moment où vraiment je suis pré-ado, vulnérable à ça, c'est entre 2005 et 2015, entre mes 10 et 20 ans. C'était la mode, surtout fin des années 2000, des meufs super skinny. Sur nos skyblocks, c'était Kate Moss, c'était la mode de skins. C'était vraiment, fallait être filiforme. Il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait pas eu de modèle de mannequin grande taille, même si on sait que le body positive, c'est assez hypocrite. Mais on n'avait vraiment que ce référentiel-là de beauté. Et vraiment, notre génération, toutes les meufs sont ou ont été anorexiques, quoi. Ouais. C'est fou. De fou. Mais après, il y a plein d'autres facteurs qui causent ça. Évidemment. Et où c'est sûr que le fait de se comparer aux gens, c'est un gros facteur. Mais il y a toujours beaucoup qui se comparent. Parce qu'aujourd'hui, en plus, avec le Photoshop, avec l'IA, tout ça, ça joue aussi beaucoup. Moi, je suis tombée dans l'anorexie pendant 1 an. Et sans faire exprès, mais se sortir de ça, quand t'as tout sur les réseaux, t'as que des trucs comme ça. Moi, quand j'avais ça, j'avais que des trucs sur de la nourriture, partout. Comment tu veux ton que algorithme, du coup, c'est horrible, et ça complique encore plus le fait de réussir à s'en sortir de ça. Et tu as eu l'aide de psy, du coup, pour sortir de ça, évidemment. Ouais, alors c'était un peu compliqué, c'était un peu chamboulé cette partie-là, mais j'ai quand même eu un peu d'aide. C'est Losé, toi, si tu étais ministre de... là, si le nouveau Premier ministre, on le rappelle, nommé aujourd'hui, t'appelle et te dit tu es ministre de l'Éducation, quelle est ta première mesure ? Moi, je pense que
on nous inculque beaucoup de choses, mais on nous inculque pas à gérer aussi l'argent, le financement, savoir se débrouiller, au niveau des papiers aussi. Je trouve que quand justement tu passes adulte et que faut déclarer les impôts, etc., on sait pas faire. Grave. On sait pas faire. Et en fait, on pense pas. Il y en a qui ont la chance d'avoir leurs parents à leur côté, donc ils sont dans la capacité de les aider. Il y en a qui ont des parents qui sont pas aussi dans la capacité de pouvoir les aider. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'accompagnement dans ça. Et même aussi au niveau financier, apprendre à gérer, t'as 50 € pour faire ta semaine. Bon, c'est un exemple. Hein. Comment tu peux apprendre à gérer ton argent, commencer à mettre de côté. Est-ce que je pense qu'il faudrait aussi avoir des accompagnements aussi sur ça. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Et je pense que c'est très, très important. C'est vrai que ce serait du concret. Ça pourrait être extrêmement... Ouais, je suis d'accord. Extrêmement utile. Célezé, je profite de t'avoir échauffé la voix via cette question pour te proposer de lancer ton live. Allons-y. C'est Célezé sur Move, j'ai pas coulé. Célezé. Take Maurice for ransom. Et quand t'es tout seul, y'a personne pour toi. Il voit que t'as papier mais fait rien, pourquoi? Et quand c'était lui, t'étais là pourtant. Amitié cachée, tire à bout portant. Déçu par tes potes, le sont-ils vraiment? Gentillesse abuse, on devient méchant. Lâcher mes blessures sur un cesse de chant. Noyer mes problèmes mais sans verre de champagne. Mais plutôt dans la tête, des soucis par-ci et des soucis par-là. Mon cerveau balafré, c'est mon cœur que je blesse. Dur à dire mais ma foi est en baisse. Je me noie, ces bâtards ils me laissent. Plus de souffle et j'en ai bu des tasses. Mais j'ai pas coulé, du coup j'intéresse les jaloux qui pensaient que j'allais rester au fond du trou, mais non je suis pas resté. La mentale qu'on a impose le respect. Pas peur de chuter même si c'est risqué. J'ai pas coulé, du coup j'intéresse les jaloux qui pensaient que j'allais rester au fond du trou, mais non je suis pas resté. La mentale qu'on a impose le respect. Pas coulé, j'ai pas coulé. Ces bâtards voulaient me voir couler, mais j'ai pas coulé. Pas coulé, j'ai pas coulé. Ces bâtards voulaient me voir couler, mais j'ai pas coulé. Dommage pour eux, j'ai pas coulé. C'est dur, mais faut se reprendre en main. Autour de toi, des potes vicieux qui font semblant de te tendre la main. Pas coulé, j'ai pas coulé. Ces bâtards voulaient me voir couler, mais j'ai pas coulé. Voilà. C'était Célezé sur Move, j'ai pas coulé. Merci. Bravo. Magnifique. Merci beaucoup. Allez écoutez le P. Insubmersible, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Justement, j'allais vous dire, là nous arrivons à la fin de cette émission que je vous le rappelle, comme toutes les semaines, vous pourrez réécouter en replay sur le site move.fr, sur l'application Radio France également, et revoir aussi en vidéo sur le site ou sur YouTube, et également évidemment disponible sur toutes vos plateformes de streaming préférées. Ça va être le moment pour moi de vous dire au revoir. Vous avez vu, 2 heures, ça passe vite au final. Vraiment, quand on je pensais que ça allait super En long. bonne compagnie. Tout le monde à chaque fois a peur et se dit oh mon Dieu, 2 2 heures. Mais non, ça va. Tu vois, Célezé, on commence par toi du coup. Oui. Quelles sont déjà où te suivre et quelles sont les actualités dont tu aimerais parler peut-être? Alors vous pouvez me suivre sur Instagram, TikTok. Je n'ai pas de Twitter. Ma chaîne YouTube, c'est Célezé. Préserve le temps. On n'oublie pas les 2 tirets, je suis pas encore assez connu pour me trouver. Et voilà, il y a du lourd qui arrive, des gros feats, des feats mystères. Et surtout, aller streamer l'EP. Donc c'est le Z-E-E. C'est ça. Tiré du bas. C'est tiré du bas, L-E tiré du bas, Z-E-E. Mais maintenant, on peut me trouver sans les tirets. Vas-y, parfait. Jean-Victor, où est-ce qu'on peut te suivre? Moi, on peut me suivre sur les réseaux sociaux et notamment avec la chaîne Culture Pop et Psy, donc sur Instagram, maintenant sur YouTube, sur TikTok, et le site internet où on met en fait en ligne plein d'interviews, de ressources sur la santé mentale, et aussi on capte tout ce qui se passe pendant le festival et on le retransmet. Il y a d'ailleurs une table ronde qu'on avait faite l'année dernière autour du harcèlement et cyberharcèlement avec l'influenceuse Cindy, une psychiatre géniale qui vient de Yale, enfin bref, plein de ressources. Donc et puis surtout, retrouvez-nous au festival Pop et Psy qui aura lieu du 11 au 13 octobre, et on aura plein d'invités géniaux, notamment Anna Toubazov. Voilà. Donc on peut effectivement se croiser là-bas. Pensez à vous inscrire et
Voilà, vous avez toutes les infos de toute façon sur Instagram. Je me tourne vers toi, Milena. Où est-ce qu'on peut suivre tes projets et quels sont tes projets ? Sur Instagram et TikTok, et vous pouvez me suivre sur Instagram pour la billetterie de mon prochain concert qui sera en novembre au Théâtre Grévin, qui est le théâtre du musée Grévin. Du coup, c'est genre un énorme théâtre à l'italienne, ça va être trop beau. Et voilà, donc sur Instagram c'est 1000 et sur TikTok c'est Milena Leblanc. Merci beaucoup, Milena. Et enfin, je me tourne vers toi, Miel Abitbol. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Écoute. Et quels sont les projets ? Alors, on peut me retrouver sur TikTok et Instagram déjà pour mon compte perso. Donc, c'est miel-abt sur Insta et miel-abt sur TikTok parce qu'il n'y avait plus le nom disponible. Mais je crois que tu as quand même pas mal d'abonnés. Donc, à mon avis, en tapant même M, on va te trouver. En tapant miel, il n'y en a pas 10 000 des miels, donc ça devrait aller. Et vous pouvez aussi retrouver le projet Link sur Instagram, TikTok et YouTube. Donc, c'est link-OFF, off. Donc voilà, il y a l'application qui sort le 12 septembre. Donc ça va être vraiment génial. On a trop hâte le 12 septembre à 20h. Donc voilà, il faut s'abonner au compte pour suivre tout ça. Mais une grosse application qui nous a pris beaucoup de travail. Ça fait 1 an qu'on est à fond dessus. On a une grosse équipe et tout et on est vraiment trop fiers. On espère que l'application sera vraiment utile. D'ailleurs, si vous voulez la tester... avec plaisir, c'est gratuit. Gratuit pour les jeunes, ça c'est très important, c'est gratuit pour les jeunes. Voilà. Définis jeune, parce que... Non, pour l'accès safe place, on va dire. L'accès où t'es pas connecté à un adulte. L'adulte, quand il se connecte en fait aux jeunes, il paye un petit abonnement, mais quand tu utilises oui, les jeunes ont plein accès à ça. C'est ça, mais je dis jeunes, mais c'est 10 comme 20 ans si tu veux, 25 ans, 30 ans, c'est n'importe qui, mais c'est destiné aux jeunes. Voilà. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas derrière votre post à aller voir cette application, donc l'application de Miel, à également rejoindre éventuellement, si vous êtes à Paris le week-end du 11 au 13, le festival de Jean-Victor et à aller streamer les EP de C'est le Z et Milena Leblanc. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, 19h, 21h sur Move pour Tunnel. Et puis, pour clôturer, évidemment, cette émission sur l'école, je vous laisse au son. On se quitte sur Alphaville Forever Young sur Move.